Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale du 2 juillet, le vendredi 2 juillet, le premier jour du week-end évidemment, c'est la règle. En chaque début de mois, maintenant j'ai envie de faire passe-partout avec un Ah, séjour. tu veux annoncer les mois comme si t'annonçais les clés dans Fort Ouais, non, mais Boyard. genre, non, juste les jours, tu vois, mais en début de mois, genre, on est le 2, tu vois. Non, tu vas le faire jusqu'à la fin, tu vas me faire le 30 à la fin avec tous tes doigts. Alors, attends. J'espère que vous allez bien sur le chat. Quel plaisir de vous retrouver évidemment, j'espère que tu vas bien aussi, Passepartout. Ça va très bien, toi, le mois. Ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver dans ce qui est, bah ouais, le dernier jour de la semaine. Ça fait Non, plaisir. Le premier du week-end. Voilà. C'est Non, mais vrai, il faut avoir une c'est vrai. certaine Il faut- logique. C'est pas le dernier jour de la semaine, c'est le premier jour du Ouais, week-end. t'as raison, Attention, je faut peux une pas logique. changer à chaque phrase, Voilà. c'est pas consistant, après il y a des faux raccords, Voilà. c'est Et compliqué. c'est le début du week-end, et puis voilà. Ouais, non mais c'est mieux de le voir comme ça de toute manière. Aujourd'hui au programme, on va vous parler d'un nouveau concept de téléphone, si je ne m'abuse. Ouais. Avec un nom, on dirait, c'est simple, on dirait un jeu vidéo Megaman, vous allez Oui, comprendre. bah, Je vous parlerai de pubs dans le jeu vidéo, le retour de l'Empire, du Jedi, de la mort de l'épisode 247. Évidemment, on en parle souvent, c'est un sujet qui revient sous toutes ses formes, et là on a peut-être trouvé la forme finale du boss à affronter, vous allez voir. Tu nous parleras de Windows sur ARM, et ouais, c'est peut-être possible, comme quoi Apple n'a peut-être pas le monopole avec sa M1, et non. et c'est pas forcément une mauvaise chose. Google qui a annoncé des trucs pas ouf sur ses conditions d'utilisation et ce qu'ils font de nos écoutes, de nos requêtes à l'assistant Google. Vous verrez ça. Les chers Google Home, entre autres, et Hub, maintenant. C'est ça, exactement. Ouais, et les smartphones, du coup, et tout ce qu'il y a à l'assistant Google, hein, tout simplement. Un crossover Simpson et Loki. Mais qu'est-ce qui nous prépare encore Disney avec toutes ces licences Est-ce qu'on peut faire des fusions de licences à l'infini à l'infini. Là, clairement, ils profitent d'avoir toutes les licences du monde. Ils prennent, oh, on est Disney, on va prendre la Fox, on va prendre Marvel. Allez, c'est parti. On verra ce que ça peut donner. Et enfin, pour clôturer cette actu, on parlera de Facebook qui a dévoilé ses travaux sur l'intelligence artificielle et comment il souhaite nettoyer votre maison à votre place. Et enfin, si on a le temps, mais on se connaît, on reviendra du coup sur l'ARM. On prendra le temps de bien expliquer comment ça marche, ce Ouais, que c'est, de toute façon, et l'opposer à... Je pense qu'on va déjà rappeler je vais rappeler déjà rapidement ce que Oui, c'est dans ta l'ARM news. quand je parlais de la news, et puis après, avoir un petit débat là-dessus en mode est-ce que c'est l'avenir, est-ce que non, est-ce que ça va être comme le. Enfin, oui et non, est-ce que ça va être comme le X86 Si, et ça. le 32 bits, est-ce que ça va être Est-ce ensemble que c'est l'avenir ou pas? On essaiera de revenir là-dessus dans la partie débat. Mais avant de commencer cette actu, comme tous les jours, vous le savez maintenant, un petit mot pour notre sponsor pCloud. pCloud qui est une solution de stockage en ligne qui vous permet d'augmenter le stockage de votre ordinateur sans changer de disque dur ou quoi que ce soit, sans racheter de matériel, puisque tout se passe sur le cloud. C'est-à-dire que vous pouvez uploader et télécharger tous les fichiers que vous voulez avec une simple connexion Internet depuis n'importe où dans le monde, de façon sécurisée. Ça vous permet aussi évidemment de partager ces 10 fichiers et donc de faciliter la collaboration ou simplement l'échange avec des amis ou de la famille, le tout de façon sécurisée et chiffrée. Et actuellement, l'offre, vous la connaissez, elle est de moins 65% sur l'offre Lifetime, donc à vie, en paiement unique, à 175 € pour 500 Go et à 350 € pour 2 Tera. Merci pCloud Merci à vous. pour le sponsor de ce petit stream sympathique et convivial, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et sans plus de billevesées, passons à l'actu. Billevesé. Je vais rayer billevesées de mon petit carnet Ouais. et on verra ce que je mettrai la prochaine fois à la place. Ouais, parce que bon, attention, t'es déjà assez vieux pour moi. Alors, on va Il voulait parler- dire cultiver, hein, c'est ça. Ouais. On va parler de Infinix. Donc Infinix, qu'est-ce que c'est déjà? Parce que je pense pas que beaucoup de personnes connaissent. Non. Infinix est une marque de smartphone mobile en Chine, donc qui est uniquement en Chine. Je crois qu'elle est un petit peu aussi dans tous les pays, un peu dans l'Afrique du Nord également, mais pas en Europe, Pas en pas aux Europe, États-Unis, en tout cas c'est pas très connu. Et ils nous ont montré il y a le 29 juin
un concept de smartphone assez intéressant. Il s'appelle le Infinix Zero X ou le Infinix Concept Phone. Alors c'est un concept phone, hein. Il ne sera pas du tout commercialisé, je le précise tout de suite. Mais il y a des petites choses assez intéressantes, des choses qu'on n'a pas vues, des choses nouveaux, des choses gadgets et des choses plutôt intéressantes qu'on aimerait bien avoir tous sur son smartphone. Je te laisse mettre la vidéo en fond pendant que je l'explique. Donc ça c'est la vidéo d'introduction. On est sur Twitter, la qualité va être pourrie, toi-même tu sais. Excusez-moi, je ne vois pas du tout le bouton pour couper le son, alors que Twitter le réactive à chaque fois, c'est insupportable. Voilà. C'est bon. C'est bon. Donc ce smartphone a des petites particularités. Donc comme vous le voyez à l'arrière, on a quelque chose d'assez original. Donc on est sur quelque chose de classique avec un écran assez incurvé. Et la particularité, on le verra juste à cet endroit, voilà, d'avoir derrière soi, pas vraiment un écran, mais la particularité d'avoir une couleur qui change derrière. En gros, ils utilisent littéralement de l'électrochromisme, donc qui a la particularité de changer de couleur quand il y a une impulsion électrique de manière non définitive. Donc c'est une technologie d'électrochrome et d'électroluminescence, donc qui permet de changer les couleurs de l'arrière de téléphone, par exemple quand on le recharge, quand on reçoit un appel, quand on a un SMS, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment très accessoire. Ça a l'air d'être ce truc un petit peu rigolo. Après, le problème de ça, c'est voir la durabilité dans le temps parce qu'il s'agit de produits chimiques, entre guillemets. C'est pas un écran, donc c'est vraiment une espèce de liquide qui ira avec une impulsion électrique changer sa couleur. Toi-même, tu sais, Dr Nozman. Et après, bon, faut voir aussi la durabilité du produit et le coût de fabrication. Et si je puis me permettre, et l'intérêt. Aussi, alors attention, on est sur des concepts, donc là, généralement, quand on est sur du concept, on est sur quelque chose de ça a l'air d'être un peu réaliste. C'est après, généralement, les marques se font plaisir et des fois, elles sont en mode allez, vas-y, on teste ça, ça a l'air d'être rigolo. Donc, on doute de l'intérêt. Par contre, maintenant, on va parler de choses un peu plus intéressantes. La charge, comme vous le voyez, on peut recharger jusqu'à 160 watts en câble ou 50 watts, autant pour moi, en charge sans fil. La particularité d'avoir une charge à 160 watts en câble, c'est que cela permet de recharger en 10 minutes uniquement votre smartphone de manière complète. Je te laisse mettre l'autre tweet qui montre de la même marque, qui montre comment ça fonctionne. On avait déjà un petit peu ça chez Huawei, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, on avait déjà pas mal de marques qui proposaient déjà cet avantage. Oui, on a eu une vidéo très similaire chez Huawei, il me semble. Effectivement. En une minute, voilà, on est déjà à 20% de batterie pour une batterie qui a une capacité de 4000 mAh, donc on est quand même sur quelque chose de vraiment pas dégueu. C'est pas non plus exceptionnel. C'est pas exceptionnel, mais voilà, on est quand même sur quelque chose. L'avantage, c'est qu'on est en dessous des 40 degrés. Voilà, comme il le montre là ici, ça va me permettre de faire une transition là-dessus. C'est qu'il y a un GAN et un SIC-DJ là-dedans, donc c'est-à-dire qu'il y aura 60 mécanismes de protection à l'intérieur du téléphone pour éviter la surchauffe et grâce à ces 20 capteurs, ça va permettre de garder la température du téléphone en dessous de 40 degrés, donc pour éviter une surchauffe, ce qui est déjà quelque chose de bien en soi parce que bon, de l'électricité qui passe fort vite dans la batterie, automatiquement ça chauffe dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est vraiment pas dégueu. J'ai regardé des tests, apparemment ça se recharge bien en 10 minutes, des fois c'est 10 minutes, des fois c'est 11 minutes, mais ça tient la promesse. De toute façon 160 watts, je pense que ça balance. Hein. Voilà, après le chargement sans fil, ce sera du 50 watts, donc ce sera automatiquement plus long, mais en tout cas en 1 heure seulement, contrairement à maintenant, où par exemple chez Samsung c'est 3 heures, ou après ça dépend des modèles de chargeurs sans fil et des téléphones, mais on est déjà sur quelque chose d'assez impressionnant, je trouve. Hein. Ça, j'aimerais bien que mon téléphone se recharge en 1 heure. Et également aussi, ils ont pas donné trop d'infos là-dessus, mais il y aurait également un capteur photo optique de x60, donc un périscope zoom comme il appelle, qui permettrait de faire un zoom de x60, on le voit très rapidement en fin de vidéo effectivement, où on pourrait zoomer en x60 sans perte de qualité. Grâce à leur gros objectif photo qu'on retrouve un petit peu, qui est un petit peu comme le Samsung qu'on a vu hier avec le fameux capteur photo unique de 200 mégapixels. Je crois que là aussi on est sur un capteur photo avec beaucoup de mégapixels. Qu'est-ce que c'est que cette marque ? Voilà, c'est Infinix Mobile, on n'est pas sur quelque chose que je ne connais pas du tout, j'ai vraiment découvert avec ce nouveau mobile assez intéressant.
Mais en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, le chat de ce téléphone? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, alors déjà, pour donner un poil de contexte, 160 watts, si ça vous parle pas, aujourd'hui, la base Oui. de la base, c'est 15 watts. Voilà, À partir de 30, on commence à dire que c'est de la recharge rapide. voire 45. 30, oui, alors 30, il y a des gens qui vont bien au-dessus Ouais, quand voilà. même. Hein. Et j'avoue que 160, je pense que je l'avais jamais vu. On s'approche du micro-ondes, hein, doucement. Ça c'est le consomme but. là par contre, hein, on va pas se mentir. Ah, ça balance. Hein. Ça va consommer. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser, parce qu'en fait, ça a l'air d'être une marque qui innove, Mhm. quand même pas mal. En même fait, temps, ils j'en ai ont- jamais entendu parler. En fait, ils sont un petit peu dans l'intérêt comme les entreprises chinoises type Huawei, Vivo, Oppo, etc. qui ont tendance à créer des smartphones concept comme ils font Ouais. ils l'ont déjà fait Huawei avec ou Xiaomi avec Xiaomi pardon avec les téléphones qui se plient derrière et tout le bordel, les caméras sous l'écran Vivo qui ont été les premiers à faire ça. Mais bon, le souci c'est que c'était vraiment encore sous le cas de prototype, c'était la caméra frontale était dégueulasse et qui est sous l'écran. Et ce sont vraiment pas mal de marques qui ont tendance à tester des choses et à les présenter non commercialisées, mais à dire voilà, vous savez, Mais qu'est-ce c'est qu'on va très faire bien et se comme faire ça. une petite com par rapport à ça aussi. C'est très bien comme ça pour le coup. Sachant que Apple ne font jamais ça, eux c'est en mode regardez ouais, notre alors, produit, eux c'est tout l'inverse, c'est notre produit, il est fini, regardez-le, il est là, il est beau, il marche, il fonctionne. Samsung est entre les deux, quand ils sortent un produit, il doit être bien fini, mais des fois ça fait un peu bêta. Je pense au Fold Ouais. 30. Après, Mais- le truc là au dos, là, que je vous remonte, là, la fameuse couleur qui évolue et tout ça, Mm. j'ai l'impression qu'ils l'utilisent plus comme un indicateur de charge qu'autre chose. Alors ce sera également pour les appels, quand c'est lumineux, Ouais. quand tu reçois un SMS. Donc il y a une certaine réactivité du coup. Il y a une certaine réactivité, mais bon, sachant que c'est derrière ton téléphone, qui laisse poser son téléphone comme ça à l'envers. Peu de personnes. Hein. Moi, ça m'arrive. Ça t'arrive? Mais en fait, ça m'arrive parce que j'ai pas envie d'avoir ce qu'il y a sur l'écran. Donc si c'est pour mettre un écran au cul, Voilà. ça m'emmerde. Je vais pas te mentir, moi aussi. Pour éviter de ne pas être emmerdé avec les notifs. Ça va pas vraiment avec le fameux truc de Samsung là où tu retournes ton téléphone et avec le détecteur il Ouais. coupe tout. Après, par exemple, avec les écrans curvés de Samsung, c'est quand tu fais comme ça et que tu appelles, t'as des flux lumineux Ouais. qui viennent sur les côtés. Ce qui est assez joli d'ailleurs. Mais voilà, le 0X littéralement plagiat Megaman. Et Citron Vert, laisse-moi te dire que j'ai littéralement introduit la news en disant un téléphone, le nom on dirait un nouveau jeu Megaman. Merci. Voilà. Merci. Un frère. Mais Brasseur voilà. qui dit bonjour la facture EDF. Alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans, en C'est vrai, sûr. c'est quoi le pire? C'est recharger très fort très peu de temps ou très faible très longtemps? Est-ce qu'il y a vraiment une différence de consommation? Je ne sais pas. C'est vrai, ce serait un truc à voir parce que est-ce que le fait de charger rapidement consomme plus que le recharger plus lentement? Ça serait intéressant. Tu vois, Parce que si on c'est prend le pas sur parallèle le- avec une voiture, il vaut mieux rouler longtemps à 60 km, tu feras plus que si tu roulais très peu de temps à 300 km/h, tu vois. Mm. Donc, est-ce que je n'y connais rien en électricité, ok? Ouais, non. Hein, venez pas me chier dessus, je n'y connais rien. Mais si je fais le Mais- parallèle avec une voiture. Alors, très fort, très peu de temps. Alors, très fort, très peu de temps, c'est pire ou c'est mieux du coup, Pipo Clem? Parce que les cycles de charge sont rapprochés. Ah, c'est intéressant ça. Donc, toi, tu penses qu'en fait, tu recharges. Attention, on plus, est quand même finalement sur une batterie de 4000 mAh. Donc c'est-à-dire c'est quand même une batterie que tu as sur la plupart des smartphones à l'heure actuelle, donc tu tiens une journée. Ouais, 4000 mAh, c'est pas ouf. Je suis désolé, c'est pas ouf. C'est pas ouf, Après, mais faut voir moi qui a... l'écran. Est-ce Ouais, que... ok, je suis d'accord, mais le moi à proche. l'heure actuelle qui est sur un téléphone avec 4000 mAh, je recharge une fois par jour, ou deux fois vraiment Ouais, mais si j'utilise beaucoup. Tu le dis toi-même, ton téléphone, il a 3 ans, il n'a pas les mêmes pros. Ouais, c'est sûr. Après, maintenant, on demande beaucoup sur quelque chose de beaucoup plus puissant, suivant l'état. Si c'est du Mais, 90 après, Hz, effectivement, c'est l'état de la batterie qui peut être affecté. Ouais, ça par contre. Vu qu'on ouais. la recharge énormément. Ouais, ça c'est sûr. Moi, ces batteries qui rechargent à une vitesse du futur, j'avoue que j'ai un peu peur sur la durée. Ouais, c'est ça à voir sur le long terme. Après, on reste évidemment sur le D'ailleurs, prototype. Le proto. Je me permets de placer ça parce que je l'ai vu passer et ce téléphone, je le trouve vachement intéressant. Le prochain, le Sony là. J'ai oublié son nom, je suis C'est désolé. le XM1. Non, ça c'est plus Apple. Euh, C'est le Xperia. Il y a un 3, il y a Marque 3 à la fin, mais j'ai oublié le nom. C'est X3. Je sais que Brasseur Goudal connaît le Oui, nom oui, parce oui, que je on en sais a qu'il est déjà très parlé, intéressé. S'il pourrait dire le nom, ce serait cool. On essaie de le rechercher sur Google au pire. Alors, je lis Pipoclem en attendant. Vas-y, En ouais. gros, la chaîne accepte un état d'usure de 400 cycles de charge, donc 2 ans de batterie, et est estimé à environ 70%. Ah oui, effectivement. Sachant que je crois qu'en Europe, on demande vraiment beaucoup plus aussi. Je crois, si j'ai pas de bêtises, c'est pas genre 1000 ou une connerie Je du sais style. pas combien c'est, mais. Ah, ça y est, avec tous les conneries qu'on regarde avant les lives, on a brûlé ton YouTube. Là. Ouais, c'est pas grave. Vous ne voyez pas ce qu'on regarde avant les lives, mais c'est incroyable. En France, c'est 800 en 2 ans, d'accord, donc c'est le double, ok.
ok, effectivement. Microsoft Pardon, hasn't even. excusez-moi, je voulais juste retrouver le nom parce que j'ai vu le test passer. Ah non, c'était pas là-dessus, c'était sur Short. Alors après, attention, le bracelet Goodall, c'est Xperia 1.3. Merci. Voilà, c'est celui-là, mais qui a pas, je sais pas, il n'est pas encore sorti. Alors, Qui est le prochain haut de gamme de j'ai Sony. vu, normalement. ouais, tiens, super. J'ai vu un test dessus. Et pourquoi j'en parle? Parce que il propose quelque chose de très très sympa, je trouve, et qu'on devrait retrouver sur tous les téléphones. Mais bon, Sony, on leur chie sur les pompes, mais ils ont toujours des bonnes idées. Il te propose, en gros, de gérer comment tu veux que ton téléphone soit rechargé. C'est-à-dire que tu peux lui dire recharge très fort au début, très faible sur la fin, ne dépasse pas 90% ou quoi que ce soit. On sait que recharger une batterie vite et surtout à fond, c'est ça qui la stresse le plus. Il vaut mieux s'arrêter à 90%, 85% si tu as la possibilité. Et là, en fait, tu peux mettre des limites. Et c'est bien, ça. et c'est tout con, mais c'est tellement bien. Et ce téléphone, il m'intéresse beaucoup parce que le test, franchement, il avait l'air vachement intéressant. Et il a plein de petites fonctions. Alors, il coûte très cher. Il avait plein de petites fonctionnalités comme ça que j'ai trouvé vachement intéressantes. Et c'est vrai que je pensais à ça sur la batterie. J'ai pas encore vu de test. Ça devrait être un petit peu partout, cette histoire. Hein. Certes, c'est une question de réglementation entre les pays, c'est pour ça que la Chine se permet des prototypes FIFO, oui, c'est sûr. Ouais. Bah, Puis c'est là-bas aussi qu'il y a le plus de prototypes, le plus de marques qui tentent des choses surtout. Sachant que, je voulais préciser un truc, mais j'ai totalement oublié. Oui, moi par exemple pour mon téléphone, comment je le recharge moi personnellement, moi je le charge par induction, donc en recharge sans fil plutôt, parce que moi j'ai une stand de charge qui est comme ça, donc je pose mon téléphone dessus, puis moi ça fait également réveil, et du coup il se recharge la nuit. Et en tout, généralement, qu'en fin de journée, je suis peut-être à 15% de batterie, même pas. Et il se recharge tout le long de la nuit en 3-4 heures. Mais il se recharge doucement, du coup, vu que c'est du sans fil. Après, vu que c'est du sans fil, je sais pas si c'est c'est moins bon du sans fil ou si c'est mieux du filaire. Parce que sachant que le filaire, là, ce sera du chargement rapide. Moi, je me souviens qu'au début, on était vachement réticents sur le sans fil. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de l'induction sur mes smartphones. Je pourrais pas te dire. Maintenant Pipoclem peut-être a plus d'infos là-dessus. Sachant que maintenant, avec par exemple les derniers Samsung, depuis le S10, tu peux faire de la charge inversée. C'est-à-dire tu peux recharger un autre téléphone en le posant dessus, ou une montre, ou tes écouteurs. Est-ce que ça aussi, ça détruit pas la batterie? Je sais pas. C'est compliqué à dire. Je sais pas. Moi, c'est vraiment le principe même. En fait, c'est littéralement un disque, si vous voulez, de cuivre qui est posé sur la batterie, donc qui arrive vraiment au dos du téléphone. C'est-à-dire que si moi j'avais ça sur mon téléphone tout merdique, ce que ça veut dire, c'est que ma batterie est là, évidemment, et qu'en fait, sur cette batterie, entre la batterie et la coque, je vais avoir vraiment un disque de cuivre, en gros, et c'est lui qui va charger la batterie par induction. On va charger je fais très simple, hein, ce disque de cuivre électriquement, qui lui-même est branché à la batterie. Et moi, ce que je me demande toujours, c'est est-ce que c'est pas une pièce qui chauffe beaucoup, et qui en plus est en contact direct avec la batterie? Je ne sais pas. Hein, Pour avoir fait le test de justement charge sans fil sur des personnes de mon entourage qui ont un S10, j'ai fait le test des fois pendant 1 heure, ça rechargeait, ça n'a pratiquement pas chauffé parce que ça charge vraiment très doucement. Ça charge pas non plus c'est hyper très 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 léger. À voir si le fil électrique ne va pas fondre quand même pas. Mais en tout cas, moi personnellement au niveau de la batterie, je préfère avoir une bonne batterie. Elle prend 4 ans à se recharger, mais que l'autonomie, c'est genre 3 jours. Oui, que ça se recharge comme ça en 1 heure, mais que ça dure 3 heures. Moi, ça me gave, ce truc les mots sont durs et faux, hein, mais de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de flemmard de constructeurs qui n'ont pas envie de se casser le cul à trouver des solutions sur la batterie. La batterie, c'est la seule chose qui est pire qu'il y a 20 ans sur un téléphone. La batterie n'a pas évolué depuis que les smartphones existent. Elle a évolué dans sa capacité, mais dans le produit en lui-même, elle n'a pas évolué. Hein. C'est-à-dire que si tu prends c'est toujours un 3310 a une meilleure batterie. Évidemment, c'est pas la même chose. Hein. Attention, il a une meilleure autonomie que ton téléphone d'aujourd'hui. Ça peut paraître con dit comme ça, mais si tu prends n'importe quoi d'autre sur ton 3310, il n'y a rien qui ait été mieux que ce que tu as aujourd'hui. Et l'autonomie, si. Et ça, pour moi, c'est un problème. Que il y a 25 ans, ton téléphone, il tenait une semaine. C'est sûr, après, bon, c'est très compliqué de comparer un téléphone d'il y a 25 ans à un téléphone de maintenant, parce que c'est clairement pas la même utilisation.
Mais une je suis d'accord. réduction de l'utilisation de x10, x15. Après, c'est normal, c'est parce que là, tu es sur un écran vraiment très simple. Tu fais quoi avec? Tu téléphones, t'envoies des SMS, Bien tu joues à un sûr, petit jeu, tu prends une évidemment. photo et encore. Avec un smartphone maintenant, tu fais tout. Évidemment. Donc c'est pour ça que ça consomme beaucoup plus. Tu prends une montre connectée, tu as une batterie extrêmement petite, encore plus petite que Bien sûr. les téléphones, que les 3310. Et admettons, avec ma montre, je peux tenir 3-4 jours sans problème. Non, sans mais charger. bien sûr. Mais je peux comprendre vois que l'idée. dans l'idée, tu aimerais bien que ton téléphone, à l'heure actuelle, tient une semaine. Pour moi, ça pourrait arriver dans le futur. Déjà, pour moi, dans le plus récent, grâce à l'optimisation, qu'on est vraiment dans cette phase-là à l'heure actuelle, donc on optimise de plus en plus pour consommer moins avec les nouveaux processeurs, avec des nouveaux algos, etc., etc. Et potentiellement dans le futur avec un nouveau système de batterie, en tout cas avec je ne sais plus le nom, mais il y a de nouvelles batteries qui devraient arriver. Au graphène. Au graphène, qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus résistant, une meilleure capacité surtout. Ouais. Et ouais, mais tu vois, le graphène, Mais bon. j'espère que c'est une technologie d'avenir, je le souhaite vraiment. Alors, l'avantage du graphène, c'est que c'est basé sur le carbone, et le carbone, ça reste la molécule la plus présente dans tout l'univers. Normalement, tu vas avoir du mal à être à sec de carbone. Après, c'est un processus, par contre, technologique hyper avancé, coûteux, comme toutes les technologies au départ. Au début, ça coûte très cher, et puis dans 20 ans, on le fait pour une fraction du prix. Donc j'espère que le graphène, ça arrivera, mais j'aurais bien aimé qu'on s'y mette à donf, quoi. Bah ouais, J'ai l'impression que, tu sais, on a tout fait, et puis la batterie, c'était... C'est bon. Et puis aujourd'hui, on se dit, au lieu de mettre des meilleures batteries et de faire des vraies avancées là-dessus, on va faire des téléphones qui se rechargent très vite, sauf que c'est l'utilisation de pas grand monde. La majorité des gens, ils font comme toi, comme moi, je pense. Tu recharges la nuit, en fait, c'est tout. Même si c'est pas bon techniquement pour la batterie, mais c'est ce qui est le plus optimisé. Ouais. Parce que la plupart des personnes vont le faire. Tu dors, tu te recharges, ton téléphone il fait pareil. Alors, Ton Pipo Clem téléphone, qui nous dit oui, ils la font légère, la charge sans fil, parce que sinon ça fait surchauffer la batterie. Pour l'instant, on tâtonne. Ouais, j'ai l'impression qu'on C'est est vrai. toujours un petit peu à là. Après, c'est je vrai. suis pas sûr que ça soit une technologie hyper disruptive, honnêtement, le sans fil pour la recharge, mais bon. Beaucoup moins maintenant, mais après, effectivement, ils font vraiment de manière lente pour éviter la surchauffe du téléphone. Fun fact, lorsque votre téléphone indique être chargé à 100%, c'est pas vrai, il faudrait laisser 1 heure de plus selon les labos. Oui, c'est vrai, sachant que je rappelle que le pourcentage de batterie indiqué sur un smartphone n'est qu'indicatif. Oui. Vous pouvez très bien vous retrouver avec 5% de batterie et d'un coup, le téléphone s'éteint. Surtout sur des batteries beaucoup plus Toutes vieilles, les batteries qui arrivent en fin de vie font ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé 15 ans de ma vie à faire ça. Mon téléphone, tu sais, tu le regardes, il a 30%, il se rallume, tu sais pas pourquoi, et là, il a 2%, et après il s'éteint, t'es là, genre, tu casses les couilles. Sans déconner, tu C'est me surtout casses les que, couilles. alors, moi, étonnamment, mon téléphone qui va avoir 3 ans cet été, la batterie, elle tient encore très très bien. Hein. Sachant que c'est pas un téléphone que j'ai vraiment, que j'ai ménagé. Hein. Je rappelle, je suis parti au Canada sur des températures de -20. Je peux vous dire que la batterie en a pris un coup, hein, parce que je sens mon téléphone. J'ai perdu 30% d'un coup. Donc ne faites jamais ça. fait mal au cul, ça, parce que dans des -20, c'est pas ouf. Mais en tout cas, la batterie tient encore très bien. Ça, c'est une chance. Comparé à un téléphone que j'avais avant, que j'ai gardé pareil de même pas 2-3 ans, c'était à la fin la batterie était en train de mourir. Après bon, j'avais pas exactement la même utilisation. Pour ne plus se poser la question, revenir au bon vieux téléphone filaire, finalement, peut-être. L'enfer, quel enfer. En tout cas, voilà un prototype assez intéressant. Il y a beaucoup de prototypes. Je vous en présenterai peut-être lundi parce que j'ai vu ce matin un concept. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est moche. Il m'a montré ça. Il y a des trucs assez intéressants qui se passent à l'heure actuelle. Bref, en tout Des cas. enfers. Et ben on va passer d'un prototype intéressant à un prototype qu'on n'a pas envie de voir. Je vais vous parler d'une marque démoniaque. Je pense que ça va devenir le pire ennemi de tous les gamers de l'univers dans les années à venir, à savoir Player One. Alors la news est pas forcément de première fraîcheur, ça date d'il y a 2 jours plus. Ouais. Vous m'excuserez. C'était évidemment... Je voulais en parler aussi, tu vois, je vais commencer à me renseigner, j'ai vu que tu l'as écrit, je te demande. Au moins, je suis renseigné, je pourrais dire des trucs s'il manque. C'était évidemment pour avoir le plus d'informations possible. Évidemment, tout est prévu, tout est calculé, on se prépare à fond, ne vous inquiétez pas. Je vais vous parler de publicité dans le jeu vidéo, le retour de la vengeance du Jedi 5e édition. On a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs de Facebook qui avait annoncé essayer de placer des pubs dans les produits Oculus, donc en VR. Avec un truc pas du tout optimisé, et puis ni adapté surtout. Ouais, non, mais c'est surtout, ça rentrait pas du tout dans ton espace. T'es là, t'es dans ta VR, t'es bien, et puis là tu vois des annonces de tout. Bon, Facebook travaille là-dessus. On va rien dire de plus. On ne sait pas si ça va être gardé ou quoi que ce soit. Donc il travaille dessus. Mais la vraie question dans le jeu vidéo, c'est que le mobile est extrêmement touché par la pub et
comme ça a toujours été comme ça, c'est devenu un peu une habitude de voir des pubs dans son jeu. D'ailleurs, même dans des jeux où tu payes, c'est-à-dire que pas forcément des jeux où tu achètes l'application, mais je pense à des jeux où tu payes dans des magasins. Du achat in-app, quoi. Où tu as du achat in-app, merci, je cherchais le mot. Même là, quand tu mets des thunes, tu es quand même OK de voir des pubs. Ça, sur mobile, c'est normal. Dans la VR, ça semble arriver, mais il reste les deux plus gros marchés, à savoir les consoles tout simplement et le PC. Et là, il est évident que si tu achètes un jeu, tu mets pas de pub dedans. Je veux dire, les joueurs se sont déjà levés pour se battre contre ça. J'aurais une anecdote par rapport à ça d'ailleurs. Très bien. On le verra après justement. Mais il est évident que pour les boîtes, c'est ça l'avenir, hein, c'est de mettre de la pub n'importe où, même sur console et sur PC, ce qui reste quand même deux gros marchés, même si le mobile est le plus gros dans le jeu vidéo, le marché console, entre autres surtout, est vachement juteux. Et on a appris qu'une petite boîte démoniaque, Player One, comme je vous l'ai dit, travaille là-dessus et a sorti depuis un an, travaille là-dessus. Ouais, ça fait un an qu'ils travaillent dessus et ils ont sorti une petite application qui permettrait de littéralement foutre de la pub dans littéralement n'importe quel jeu potentiellement qui accepte sa technologie et de passer ce qu'ils appellent des pubs de style spot télévisé. C'est les mots utilisés. Donc clairement, la téloche, quoi, la pub pendant Koh-Lanta pour aller pisser pendant ton jeu que tu as acheté. Attention, on parle pas forcément de jeux gratuits. Hein. Et en plus de ça, je crois qu'il y a carrément un système en plus, je sais pas si tu allais le dire, mais un système en plus qui permet d'adapter les pubs TV en pub mobile. C'est ça. Donc c'est ça qui est assez ouf quand même. C'est genre ils prennent la pub TV et puis ils la mettent là-dedans, ils la mettent dans vos jeux, littéralement, comme ça c'est moins cher pour eux, ça prend moins de boulot, puis let's go. Quoi. Ah non, mais les mecs ont bossé. Hein. Les mecs ont bossé, c'est bien ce qui... Pour l'argent, c'est bien ce qui fait pubs, peur. let's go. Hein. Alors ils nous disent, les jeunes sont inaccessibles via le marketing traditionnel. Donc le but c'est d'aller les chercher sur leur terrain où personne vient les faire chier, finalement. Et ils sont prêts à y aller à fond. Alors Player One, ça appartient à Simul Media, qui est une entreprise de publicité télévisée classique, qui a en fait tout simplement vu une opportunité sur d'autres plateformes que la télé, et qui a créé Player One, un nom qui fait rire hein, quand tu le traduis en anglais, parce que c'est exactement tout l'inverse. Hein. Les joueurs ont gagné, on pourrait le traduire comme ça. Non, non, c'est pas gagné de se prendre un doigt dans les fesses. Sauf si tu l'as demandé, mais nous on n'a rien demandé. Alors pour vous expliquer, donc ça fait un an qu'ils travaillent là-dessus et ils dévoilent enfin la techno. Et en fait, le problème c'est qu'elle est plus avancée que ce qu'on croit la techno et que ça pourrait aller malheureusement très vite puisqu'ils travaillent déjà avec des studios. Et là, c'est là qu'on rigole. Ils travaillent déjà avec ARS Studio, entre autres, qui ont développé Smite. Ça parlera à certains dans le chat, je sais. Smite qui a été le terrain d'essai un petit peu de la techno. Et ils travaillent avec un développeur. Et là, on va jouer à un jeu, le chat. Si je vous dis un développeur qui a pas beaucoup qui est un peu sans vergogne et qui a l'habitude d'aller chercher le plus d'argent possible, même au détriment de la qualité du jeu, du bien-être des joueurs. Vous me dites qui? Alors j'en vois un sortir. Ah, on a un gagnant. On a un gagnant. Arrêtez tout. On a un gagnant. Le Biboun qui a fait une très bonne proposition, mais c'était évidemment EA, l'éditeur le plus détesté du 21e siècle. Même si Ubisoft. Ah bah Ubi en deuxième place. Hein, les mecs ils se tirent la bourre pour être les pires. Hein. Ils arrivent. Hein, vous inquiétez pas. Ils sont presque sûrs qu'ils arrivent. Ah bah c'est sûr. Donc EA évidemment, hein, qui est très friand de ce genre de truc. Quand tu es l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo du monde, la seule question que tu te poses, c'est comment faire toujours plus de fric et être un peu plus détesté que la veille. Et bah, EA est plein d'idées pour ça. Et on sait déjà que ça travaille de ce côté-là. En plus, ils ont un passif. Hein, les jeux de sport, ils ont déjà fait des petites incartades, des petits tests à l'instar aussi. Alors, on a eu aussi 2K, donc pas EA cette fois, mais 2K, NBA 2K, qui est une immondice en termes de pub. On a eu les jeux de sport est très touché hein. Dans le MMA je vous avais montré aussi ces images là c'était EA pour le coup sachant qu'on est bien d'accord période de pub, enfin des pubs
littéralement t'avais pendant le notamment match. des pubs pour Amazon qui venaient dans les transitions. Pendant le match, hein. Mais on est bien d'accord que les jeux de sport, c'est vraiment les jeux les plus simples à développer quand même. C'est pas les plus compliqués, clairement. Pour ça, c'est le format le plus facile, je pense, pour mettre des pubs. Le jeu de sport, c'est royal au Et bar. puis, ouais, c'est le plus adapté, ça c'est clair, parce que c'est déjà le cas, on va dire, à la télévision, plus ou moins. Mais en plus, c'est plus ou moins le plus simple à développer comme jeu, les jeux de sport, hein. Enfin, oui et non, quoi. Oui et non pour moi. C'est pas, Ça dépend je serais des pas jeux. aussi Enfin, catégorique. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est compliqué, c'est peut-être un peu compliqué de le développer une fois. Par Ah contre, bah oui. adapter toutes les années, Ça, ça on est c'est d'accord. copier-coller, on donne le fichier, tout ça. Anecdote, je sais même pas si j'avais sorti en live, je crois que c'était pour FIFA 2021. Oui. Je la ressors rapidement. Vas-y. Pour FIFA 2021, vous avez dans le jeu Sur des Switch. bannières sur Switch, je précise. Sur Switch, vous avez des bannières de FIFA 21 et dans le jeu, il y a certaines bannières, il est marqué FIFA 2020. Voilà. Donc c'est littéralement un copier-coller du jeu qu'ils ont fait, ils ont oublié de changer des trucs. Là c'est ouf quand même. C'est honteux. Là c'est vraiment Honteux. Alors FIFA, déjà, bon, vous avez le droit d'être joueur FIFA, je le suis aussi un petit peu et je prends mon pied sur des FIFA, même si j'ai du mal à les acheter tous les ans, j'avoue. Mais FIFA 21 sur Switch, n'achetez jamais cette escroquerie, c'est vraiment horrible. Bref, pour revenir sur les pubs, ça pourrait prendre la forme de petites vidéos de 15 à 30 secondes, oui, vous m'avez bien entendu, qui viendraient littéralement casser ton expérience de jeu. Et comme Player One, ils sont très gentils quand même, ils t'expliquent ce que tu aurais à y gagner, toi, gamer qui a payé ton jeu 60 balles pour avoir de la pub dedans. Alors là, évidemment, ils prennent pas l'exemple d'un jeu que tu as payé 60 balles, hein, ils partent sur du free-to-play, mais bon, c'est la porte d'entrée, vu que de la pub dans un jeu gratuit, ils se disent c'est comme le mobile, ils vont accepter, mais évidemment c'est le serpent qui remonte la rivière, et ils te disent que par exemple tu pourrais en échange d'avoir regardé des pubs, débloquer des skins ou de la monnaie interne au jeu, il y a beaucoup de monnaies qui fonctionnent comme ça, évidemment. Qui existe déjà plus ou moins à l'heure actuelle, mais sur mobile. Sur mobile, Sur exactement. mobile. Beaucoup de jeux utilisent ce système. C'est exactement ça, sur mobile on a déjà ça. Ils nous précisent aussi que ces moments de pub arriveraient à des moments clés, sans préciser c'est quoi un moment clé. Donc merci, c'est toujours très cool. On sait qu'on peut vous faire confiance déjà, c'est ça qui est cool. La confiance est établie entre votre saloperie et nous les gamers. Donc merci les gars. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous disais aussi que Smite avait servi de jeu de test un petit peu. Et ils l'ont utilisé aussi pour sonder les joueurs sur l'idée d'avoir de la pub dans le jeu vidéo. Et là je vous cite les résultats qui en sont ressortis. 22% se disent prêts à acheter un jeu qui comporte des publicités, 22% des joueurs. Donc déjà, à acheter un jeu, 22% qui sont prêts à acheter un jeu puis à avoir de la pub dedans. Retrouvez-les. Tuez-les. Non mais bon. Et 11% accepteraient de payer pour avoir accès à des récompenses s'ils regardent des publicités leur donnant également des récompenses. Donc, une fois que tu as acheté ton jeu où il y a de la pub, dans ce lot-là, il y en a 11% qui disent non mais c'est pas grave. Puisque si quand je regarde des pubs sur un jeu que j'ai payé, j'ai des récompenses, des skins pourris et de la merde, moi je suis ok avec ça. Donc eux, ils sont contents, hein, ça leur fait comprendre qu'ils sont peut-être sur la bonne voie, ils touchent quelque chose. Je blâme pas les gens qui répondent à ces sondages, Oui, évidemment je rigole, mais un avis est un avis. C'est intéressant d'avoir l'ensemble des avis, mais un avis est un avis. Et ça fait tellement rire Biboun qui dit juste après la cinématique des boss et avant le combat. J'imagine tellement avec Bowser, il arrive pour voler Peach, mais avant, me manger des céréales, genre il fait une petite pub et après il se casse, tu vois. Mais c'est exactement ça. Si dans un jeu Mario, t'as des placements de produits avec Bowser. Je reviendrai sur ton commentaire Citron Vert qui est très intéressant dans une seconde. Je finis juste très vite la dernière info que j'ai là-dessus. On va compléter un petit peu ces chiffres que je vous ai donnés avec une analyse de 2020 réalisée par la banque Morgan Stanley. Qui allait voir un petit peu ce que ça pourrait donner de la pub sur console, entre autres. Et eux, ils estiment que les gains publicitaires sur console pourraient s'élever à environ 2 millions de dollars. Alors, je pense que c'est par jeu. Et ça, ils disent que c'est avec seulement 45% des joueurs qui accepteraient qu'il y ait de la pub dans le jeu. Donc, c'est un peu flou, mais en gros, ce qu'ils essayent de faire dire, c'est qu'il y a que du fric à se faire. Et que les investisseurs ils aiment ça hein, évidemment. 2 milliards j'ai dit 10 millions, je voulais dire 2 milliards bien sûr de dollars. Ah t'as 2 milliards. Ouais, ça fait mal au cul. Et on sait enfin qu'il y aurait 12 jeux qui seraient concernés et qui arriveraient avant la fin de l'année par ce système. Dans ces 12 jeux on peut relativement facilement imaginer qu'il y aurait du ARS Studio et du EA mes couilles, mais on ne sait pas quel jeu. La porte est ouverte.
On ne sait pas quel jeu, on verra bien. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, on va avoir les pépettes sur toutes les annonces. Mais malheureusement, ça arrive. C'est aussi la preuve que le jeu vidéo devient mature, dans le sens où tout le monde regarde vers lui. Ça reste l'entertainment qui rapporte le plus d'argent au monde. Le divertissement, voilà, pardon, excusez-moi pour cet anglicisme dégueulasse, le divertissement le plus rentable au monde actuellement. Forcément, au début on en rigole, on dit c'est des cons les mecs qui jouent aux vidéos. Les enfants. Après on en a un petit peu peur parce que ouais, mais ça les rend dangereux. Et après, c'est normal, c'est ok. Et puis finalement on va aller faire du fric sur leur gueule. C'est toujours comme ça que ça se passe. Sachant que je veux pas dire que c'est la faute au smartphone, mais pour moi ça l'est un petit peu. Parce que le smartphone a encore plus démocratisé les jeux vidéo. Je veux dire, ces applications, c'est des jeux vidéo, c'est sur un écran. C'est peut-être pas du vrai jeu vidéo comme sur une console ou un ordi, mais c'est la première plateforme de jeux vidéo au monde, le téléphone. Clairement. By far. Et les pubs là-dessus, tu en as partout. T'en as partout. C'est partout sur toutes. Après, tu vas dire, c'est des applications gratuites, mais même sur des trucs payants, etc. Enfin bref, t'en as partout. Et maintenant même des jeux avec des nouveaux formats, comme un plus ou moins introduit Fortnite, le gros jeu entre guillemets gratuit, mais avec achat in-app / pub. Mais je crois pas qu'il y ait vraiment de pub sur Fortnite. En tout cas, il y a beaucoup d'achats in-app. Il y a beaucoup d'achats in-app. Maintenant, on rentre sur ce nouveau système et on a l'impression que le jeu vidéo essaye d'enlever le truc classique de t'achètes ton produit, tu consommes. Ils veulent essayer de démocratiser en mode de le rendre comme un service un peu. Comme pour les films, que c'était avant, tu l'achetais, t'avais le produit. Maintenant, tu payes une c'est le format freemium, quoi. Voilà. C'est moi, je blâme. En vrai, je blâme pas grand monde parce que c'est la suite logique d'une entreprise qui se porte extrêmement, extrêmement bien et d'autant plus après le confinement, après le Covid, en tout cas. Mais si je devais pointer du doigt quelque chose, en effet, moi, ça serait plutôt le format freemium, free-to-play, qui s'est démocratisé par le mobile, c'est vrai, qui est arrivé sur toutes les plateformes maintenant et qui est pour moi, c'est un peu une aberration, honnêtement, le free-to-play. Je suis pas très fan de ce système, honnêtement. Et parce que ça amène aussi toutes ces merdes-là. C'est-à-dire que, évidemment, quand tu mets des pépettes pour créer un jeu et que tu le rends gratuit, il faut le rentabiliser. Un éditeur, un développeur, c'est une boîte. Et ça passe par beaucoup de choses. Les skins, les achats in-app, c'est une chose. Mais il est évident, quand tu essaies de rentabiliser un jeu que tu donnes gratuitement, les investisseurs vont se dire « Ah non, mais tu vas essayer toutes les solutions possibles. » Et ça passe aussi par de la pub. Non, mais ouais. Donc, de toute façon, moi, clairement, mon avis là-dessus, c'est comme ce que tu dis et comme ce que j'avais dit pour Oculus. Si le jeu est gratuit, que tu le prends, s'il est gratuit comme des jeux mobiles, si tu me fous des petites pubs de temps en temps, très discrètes dans le fond, je vais rien dire. Ou si de temps en temps tu me proposes une pub contre, admettons, je prends un jeu auquel je jouais à l'époque sur mon téléphone qui était YouTuber Simulator, qui était un jeu de PewDiePie, que j'avais joué un petit peu, et t'avais jamais de pub, juste par moment, ils te proposaient, en fait, tu cumules des nombres de vues, et ils te proposent à chaque fois que tu reviens en mode, voilà, donc c'est ton nombre de vues, soit tu l'encaisses, ou soit tu regardes une petite pub et on multiplie ton chiffre par deux. Ouais, alors ça c'est la base. Voilà, ça c'est la base. Encore ça, je suis prêt à l'accepter parce que c'est donnant-donnant. Tu regardes une pub, mais on t'a un service en plus. Et le jeu reste gratuit, on te fout pas des pubs partout. Pour moi, tu vois, c'est la première dose, ça. C'était la première dose du dealer pour te rendre accro. Voilà, ça je suis d'accord. Mais encore, à la limite, ça, je suis prêt à l'accepter si et uniquement si dans le jeu... Si le jeu est gratuit, si c'est payant, c'est même pas la peine pour moi. Un jeu que tu as acheté, maintenant ça va jusqu'à 80 balles pour de la PlayStation 5 et de l'Xbox Series X, c'est mort, vous me foutez aucune pub. Aucune. Même pas du truc x2, tu regardes une pub. Non, le truc x2, il doit y être, je suis désolé. J'ai payé mes 80 balles, c'est bon, j'ai rentabilisé mon achat. J'ai payé développeur, j'ai payé tout le monde, etc. Par contre, si le jeu je veux gratuit, je veux bien accepter 2-3 pubs ou des pubs contre un objectif. Mais ça va devenir insupportable. On est déjà entouré partout de la publicité, surtout sur smartphone. Faites l'expérience, vous ouvrez n'importe quelle app, vous avez une pub. Automatiquement. Facebook, Twitter, Instagram, et vos Android, jeux, vos applications. Android est pour moi en cause là-dedans. Et Android est vraiment le pire là-dedans, même si je m'avance peut-être, mais j'ai vu passer, je sais plus c'est sur quel smartphone, mais sur un smartphone Android, je crois que c'est Xiaomi, tu as des pubs sur ton téléphone. Mais genre sur le menu de ton téléphone. Quel enfer.
Et les personnes ont juste dit, mais non en fait, et C'est tout le monde a horrible. râlé quoi. C'est Parce qu'il y a un horrible. moment donné, non, tu vois, t'achètes le téléphone, t'achètes ta licence Android, c'est comme si que sur Windows 10, vous avez des pubs quoi. Et même si c'est déjà un peu le cas, je vais pas vous mentir, avec comment Microsoft vous Ouais, spam, avec le OneDrive et Pipo, tout le bordel. Pipo, C'est Shamio au sein de MIUI. MIUI, Voilà. ouais. C'est leur, voilà, donc, MIUI, hein. Je sais pas comment il le mais prononce. non, clairement, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, une petite anecdote par rapport à ça. Il y a eu un jeu auquel j'ai retesté il y a pas longtemps. Est-ce que vous connaissez la Kinect, la petite barre de chez Xbox 360, donc la première édition qui vous permet de jouer sans manette grâce à la captation de votre corps. Je m'en suis acheté une pour en que dalle assez récemment pour tester la Kinect parce que j'avais jamais vraiment pleinement testé à long terme. J'avais très vite fait tester étant plus jeune. Et j'ai racheté des jeux type Kinect Sport, etc., Kinect Adventure, Just Dance, etc. Et j'ai joué à Kinect Sport, qui est un jeu qui est développé par Rare et Microsoft Game Studio. Et par moment, vous avez des pubs, genre par exemple du pub dissimulé, mais vous allez voir, par exemple, jouer au bowling, votre score va être affiché sur des écrans dans le jeu, et il y a écrit Samsung en dessous. Mais vraiment, et t'as des pubs partout écrits Samsung, Rare, et des trucs qui sont en mode... Voilà, et vous voyez que ça commence déjà à l'heure actuelle. Même si c'est minime, c'est rigolo, etc., ça passe. Mais voilà, ça commence. C'est déjà début. du placement, c'est Ouais. plus du placement de produit. Là, Ouais, c'est plus mais c'est déjà le début, t'as raison. ça commence Ça déjà. commence comme ça. Alors, je reviens sur ce que disait Citron Vert, qu'on soit franc, si ça se démocratise, ça va partir full piratage, hors de question de me forcer Ça, je suis des d'accord. pubs sur un jeu que je paye prix triple A. Mm. Et je pense que tu as raison dans l'idée, dans le sens où oui, il y a clairement des mecs qui vont réussir à développer un truc pour dégager ça ou quoi que ce Ah soit. oui. Ou le cacher, ou t'afficher un digbot à la place de de la pub. Mais le problème, c'est que c'est un luxe qu'on pourra se permettre que sur PC. Mm. Et, ouais. en fait, le truc, c'est que sur PC, on a tendance à être des joueurs un peu plus alertes, je trouve. Un peu plus vieux aussi. Et moi, ce qui m'emmerde, c'est que tu vas rendre ça mainstream pour les jeunes de voir de la pub dans leur jeu. Et ce problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les vieux de demain et c'est les décisionnaires de demain. Et c'est eux qui vont grandir avec cette idée un peu matrixée de bah tu payes un truc, t'as de la pub dedans, mais bon c'est normal, faut bien faire de la pub, tu vois. Et ça m'emmerde que ça les touche eux, et surtout sur des jeux à 80 balles, t'as raison de le préciser. Putain, un jeu PS5 de mort, c'est 80 balles. Non, Ça rend ouf. tu payes. Désolé, hein, mais je juge personne. Mais quand même, tu payes 80 balles ton FIFA de 2021 qui est sorti l'année dernière, qui est exactement le même, sauf qu'on a changé les joueurs. Et en plus, on te fout des pubs dedans. Putain, enfin, désolé, mais Ah merde, ouais. quoi, c'est. Mais sur FIFA, en plus, c'est insupportable, particulier quoi. parce que tu peux même pas blâmer les joueurs dans le sens où c'est EA qui rend le jeu de l'année dernière caduque, en fait. Mm. Puisque FIFA Ultimate Team, c'est réinitialisé tous les ans, mais t'as pas forcément les mises à jour des joueurs, quoi que ce soit, blablabla. En fait, ils te forcent à aller sur le nouveau, Mm. et c'est un peu dégueu, quoi. Non, clairement, après, je mets ça la faute sur les joueurs, mais c'est aussi surtout la faute de l'éditeur, on va pas se mentir. Sur Sea of Thieves, si on voyait une pancarte qui représente une étiquette de rhum, ça passe. Alors ça, Grumus, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que la publicité intelligemment placée, c'est OK ou pas? Moi, j'ai pas envie parce que pour moi, c'est encore une fois, c'est la porte ouverte à tous les Ouais, délires. pareil, ça me saoule. Est-ce que dans Cyberpunk, si tu avais une grande façade Samsung un peu stylisée ou quoi que ce soit, est-ce que ça serait OK ou pas? Bah moi, je pense pas. Si j'achète le jeu, ça va me faire chier. Si c'est un jeu, genre déjà, pour moi, je reviens toujours dans le même système. Si c'est un jeu gratuit, que t'as des grands trucs Samsung stylisés bien intégrés ou des conneries du style un petit peu partout, ça passe. Ça me dérangerait pas trop. Mais mais que tu payes et que t'as déjà des concerts de placement de produits, ça me ferait déjà plus chier. Encore à la limite, si je paye mon jeu 50 balles et que j'ai de temps en temps, mais très discret, genre une pancarte écrit Samsung dans le loin, ou par exemple, comme on pouvait voir dans des films de chez Sony, avec entre autres Hotel Transylvania 2, où tu voyais qu'ils étaient sur leur téléphone et était écrit Sony en haut. Ouais. Donc c'est un placement de produit. Mais c'est très léger, c'est même rigolo. Oh, c'est rigolo, voilà, c'est tout. Ça, à la limite, je suis prêt à l'accepter à l'extrême limite. Encore des petits placements de produits bien dissimulés, ça passe. Même dans un jeu payant. Mais Désolé. non, mais t'inquiète, mais ça, vraiment, ça me. Je préfère honnêtement avoir des petits placements de produits dissimulés par endroit que des grosses pubs qui viennent en pop-up qui t'empêchent de jouer. Ça, non. Bah Voilà, pour ouais, moi, perso. je sais que ça a déjà existé au Noxic, t'as raison de le rappeler, c'est vrai, mais c'est toujours très léger et on n'a jamais vraiment passé le cap dans le jeu vidéo. Et Pipoclem donne un exemple qui est le meilleur quasiment à mes yeux, le Nuka-Cola, qui est donc le Coca-Cola dans Fallout, monde dystopique après une apocalypse nucléaire.
Et en fait, ce qui est trop drôle dans le jeu vidéo, et là pour le coup je suis sûr que vous allez tous avoir une image de ça, peut-être pas forcément un exemple mais une image, c'est que dans le jeu vidéo on a toujours joué là-dessus à fond avec des fausses pubs où on change une lettre, où on en profite pour faire une Ce que blague. fait énormément GTA V. Enfin, Mais GTA tout 5 court. est l'exemple GTA. parfait. Toutes les voitures, regardez toutes les bagnoles, il n'y en a pas une qui a un vrai nom, mais elles ont tous des noms proches et vous êtes tous capables de me dire ça, je pense que c'est ça comme marque. Oui, clairement. Et c'est ça qui est trop drôle. Et ça fait partie, pour moi, ça faisait partie un peu de la culture jeu vidéo. Et si on remplaçait tout ça, si toutes les voitures dans GTA étaient des vraies voitures, oui, ça serait plus immersif, mais non, ça serait pas mieux, je trouve. On perdrait cet humour aussi. Voilà, surtout que GTA est clairement, et beaucoup de jeux vidéo sont une parodie de notre société, de la vie actuelle, etc. Et justement, c'est que beaucoup de personnes, je suppose aussi le chat, qu'on va dans le jeu vidéo également pour sortir de la réalité. Pour voyager dans un truc encore plus en réalité virtuelle. Et les pubs qui vont te ramener la réalité en mode achète ça, achète du PQ, parce que maintenant t'en as plus. T'as complètement raison, je trouve. Honnêtement, moi je ne joue très peu sur téléphone, mais déjà clairement les pubs, il y a des applications que j'ai déjà désinstallées à cause des pubs. Mais vraiment, c'est insupportable, quoi. Pour moi, la publicité sur des trucs, même des trucs gratuits, je veux bien accepter quand c'est du gratuit, mais il faut que ce soit bien fait et limité. Que ce soit pas toutes les 5 secondes que tu as une énorme pub, ou limite une petite bannière de pub dissimulée cachée, ok. Non, je suis d'accord. Bah écoute, je te propose de passer à la suite. À la limite, si on a encore des choses à rajouter ou quoi que ce soit, on essaiera en fin d'émission d'en reparler, voilà. On verra. On en a déjà beaucoup parlé là, on va pas passer 45 minutes là-dessus. De toute façon, ce qui me fait bien peur, c'est qu'on aura d'autres occasions d'en parler dans l'année. Malheureusement, et on le fera avec vigueur. Bien sûr. En tout cas, pour dégager toutes ces pubs, il faudrait un petit logiciel sur PC, un logiciel qu'on va sûrement développer sur Windows 11. Allez, on en parle. J'adore faire les transitions. Alors là, accrochez-vous, on va parler de l'ARM. L'ARM sur Windows 11 va arriver. Qu'est-ce que c'est déjà l'ARM? Accrochez-vous bien parce que même moi, je suis presque sûr de dire de la merde. En gros, l'ARM... Pour simplifier à mort, c'est une puce qu'a déjà produit Apple, entre autres avec la puce M1, qui est une puce qui rassemble le processeur, la carte graphique, la RAM. Pour faire un SoC. Pour faire un SoC qui permet d'avoir quelque chose de relativement très puissant, suivant après comment il est composé, et qui prend vraiment pas beaucoup de place, donc qui est très pratique dans les ordinateurs portables, ou vraiment qu'on veut le mettre dans quelque chose de très compressé, ou comme un smartphone, comme tu viens de me le montrer. Et en plus de ça, qui n'est pas du tout énergivore, ou en tout cas qui consomme très peu, à contrario d'une configuration plus classique avec un processeur, une carte graphique, de la RAM séparée, qui sont tous attachés à une carte mère. Et pourquoi je parle de ça? Parce que tout simplement, Windows 11 va commencer à mettre son doigt tout doucement là-dessus, parce que évidemment, vu que Apple a mis arrive les deux mains dedans et dedans littéralement sur pratiquement tous leurs produits à l'heure actuelle, eh bien, il faut que Windows s'adapte avec une présentation qui a été faite également en début de semaine, on est un petit peu en retard, mais qui a présenté l'ARM64EC, qui est une interface plus simple pour rendre compatible les applications en X60. X86. 86, c'est ça? Ouais, c'est ça le jeu d'instruction des processeurs qu'on utilise aujourd'hui, ça s'appelle le X86. Donc c'est pas en 64, c'est ça? Non, ça, le 64 bits et le 32, c'est après, si tu veux. Pas le X64 plutôt, pardon. Non, ça c'est pareil, ça c'est X64 okay. Autant pour moi, mais en gros c'est pour simplifier, donc c'est compliqué. En gros c'est une nouvelle ABI, donc Application Binary Interface, ça permet de translacer des applications créées pour du X86, donc on va dire pour des processeurs qu'on aurait sur des ordinateurs de tous les jours qui utilisent depuis des années, vers de l'ARM pour des processeurs ARM, parce que ils ne sont pas codés pareil. C'est tout simplement une application qui a été créée par Windows qui est une réponse directe à Apple pour la concurrence, parce que Apple a fait ça en fin d'année dernière, en tout cas il y a un petit plus de 6 mois, avec Rosetta 2, qui était dans le même système qui permettait d'adapter des applications faites sur aussi X80, ça marche aussi sur X86 sur Mac. Donc sur X86 vers ARM, donc pour déplacer pour les rendre compatibles les logiciels sur de nouveaux périphériques, sachant qu'il nous donne quand même des informations assez intéressantes qui va simplifier les développeurs, entre autres avec les outils Visual Studio et qui est disponible en preview, et le SDK de Windows 11, donc le kit de développement. En gros, l'ARM pourra évoluer, donc en gros, grâce à l'ARM64, on pourra évoluer sur de l'ARM sans perte de performance
performance apparemment, même si des modules de plugin ne supportent pas encore l'ARM. En gros, alors là je vais rentrer un petit peu dans du technique. C'était le sans perte de puissance. On y revient juste après. En tout cas, l'ARM va pouvoir convertir, comme je l'ai dit, les applications en x86, parce que l'ARM va être native sur certains Windows. Il y aura, par exemple, pour les ordinateurs qui auront de l'ARM, il y aura un Windows 11 ARM, littéralement, donc un Windows 11 qui est fait pour l'ARM. Et donc ça, c'est déjà très bien. Et ça permettra de rendre compatible, de transmettre ton logiciel vers de l'ARM, mais en gardant compatible quand même tout ce qui est x86 en utilisant une émulation qui sera native. En fait, littéralement, sur ARM, tu pourras du coup tout utiliser. Tout utiliser, entre autres Microsoft Office, parce qu'il y a des plugins qu'ils ont utilisés qui sont encore sur x86 pour par exemple Excel. Ouais. Donc ça évitera, parce que beaucoup de plugins d'ajout ou de petits trucs ajoutés avec des mises à jour, etc., juste des plugins, tout simplement, sont codés en x86 et donc c'est des fois embêtant de ça aussi les convertir en ARM, ce qui prend beaucoup de temps à reconvertir. Donc l'avantage, c'est que tu peux juste modifier ta base, enfin transmettre ta base en ARM et le reste en x86 l'ARM va émuler ça pour gagner pour éviter gagner du temps aux développeurs. Apparemment, en plus de ça, on pourra également permettre aux applications de combiner l'ARM et le x64. On pourra combiner également les deux. Donc je cite Microsoft, le code ARM64EC de l'application s'exécutera en natif, donc nativement, tandis que n'importe quel code en x64 s'exécutera à l'aide de l'émulation intégrée. Voilà, donc c'est pour autant pour du x86 que du x64. Il faut des trucs... Et, j'ai un petit peu trop scrollé avec le fameux trackpad de C'est mort. Ah voilà. Ah, c'est l'enfer, hein, le trackpad qui aime bien s'envoler à chaque fois. Sachant que l'avantage de l'ARM, c'est qu'il est binairement compatible avec le code x64. Donc tout ce qui est utilisé chez AMD et Intel, donc il gagne beaucoup de temps dans le portage du 64 vers de l'ARM. Et apparemment, les applications ARM d'après Microsoft, donc les ARM natives, permettront de fonctionner sans perte de performance par rapport aux anciennes versions traditionnelles x64, x86. Donc par exemple, si une connerie Discord passe en ARM, sur votre ordinateur ARM, il ne consommerait que dalle. Par rapport à l'heure actuelle, vous devrez consommer un peu plus sur du 64 x86. Après, ça, c'est le gros avantage de l'ARM. C'est l'avantage de l'ARM, à voir si c'est vrai dans la réalité. À voir si c'est vrai en effet. En tout cas, Apple l'a prouvé avec ses puces M1 qui sont ARM. En même temps, c'est l'avantage de base de l'ARM, puisque l'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir... Vraiment, l'idée de base de l'ARM derrière ça, c'est qu'au lieu d'avoir un gros processeur comme on a aujourd'hui, et si tu as plus de puissance, tu les mets l'un sur l'autre. Si tu veux plus de puissance, tu mets plein de gros processeurs l'un sur l'autre, grosso modo. Hein. Et sans compter la carte graphique. Voilà, tout le bordel. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as besoin du processeur, en fait, tu viens le voir, même si tu as besoin de lui pour tu peux me signer un papier, lui, il va quand même arriver avec toute sa famille hyper costaud juste pour signer un papier. Tu vois ce que je veux dire ? On utilise tout pour faire un tout petit truc. Et donc, ça consomme de l'électricité. C'est pas hyper opti. Voilà. Et l'ARM, en fait, l'idée, c'est qu'il y a un gros processeur, un moyen, un petit et quoi que ce soit, et en fait ils vont se répartir les tâches selon ce qu'ils sont capables de faire. Ouais, suivant les demandes, etc. Et c'est pour ça que tu gagnes beaucoup en autonomie. Entre autres, les téléphones, tous les téléphones sont ARM, mais aussi à la puce M1 de Apple qui fait un peu des miracles, on va pas se mentir, c'est vraiment une puce assez dingo qui est passée dessus, donc comme tu l'as dit, il y a 6 mois à peu près je crois. Et qui a pris tout le monde de court en disant on n'a pas de x86. La puce M1, pas autant, non, elle est arrivée il y a une bonne année déjà, mais c'est juste il y a 6 mois, ils ont développé le logiciel pour rendre compatible le développement, surtout pour les Mac, parce que les Mac ont été présentés en début d'année. Et c'est vrai qu'on se posait la question, dès que c'est sorti, on s'est tout de suite posé la question, d'accord, mais comment tu fais pour les applications x86 ? Et là, ils ont fait, non, mais on a Rosetta pour traduire en direct. Ça, c'est très fort, hein. Parce ça aussi, il faut comprendre, c'est qu'un processeur x86, pourquoi ça s'appelle comme ça, si vous voulez savoir très rapidement, c'est parce que c'est basé sur un processeur Intel d'il y a masse longtemps, qui s'appelait le 8086, et qui avait ce qu'on appelle un jeu d'instructions. Donc, très simplement, c'était une liste comme ça de choses que le processeur il comprend.
va te laver les dents, lève-toi, quoi que ce soit. Et il faut les formuler d'une façon très précise pour que le processeur comprenne. Et l'ARM, tout ça, il l'utilise pas. Il utilise un autre jeu d'instructions. Donc lui, c'est pas va te laver les dents, mais brosse-toi les dents. Et du coup, il va pas comprendre si tu lui dis va te laver les dents. C'est très simple, hein, mais vous voyez l'idée. Et donc là, en fait, c'est simplement Rosetta donc cette application qui va se mettre entre les deux pour faire la traduction en direct. Donc vous imaginez bien que c'est un processus qui n'est pas gratuit, qui coûte. Et pourtant, sur M1, on arrive à des résultats qui sont vraiment bons sur des logiciels, je pense à la suite Adobe par exemple, qui tourne relativement très bien, même en étant traduite en direct. Et pourtant, Adobe et toutes les autres grosses marques et tous les autres développeurs précisent bien, c'est en attendant qu'on ait développé un truc que pour l'ARM, blablabla, on verra bien. Donc en fait, là, c'est la réponse du berger à la bergère. Hein, clairement, oui, c'est clairement la réponse de Windows Apple. Hein. Ils ont littéralement fait ça pour ça, parce que, dites-vous bien, même si à l'heure actuelle, l'ARM, on va en débattre un petit peu plus après, parce qu'il y a des trucs intéressants à dire là-dessus, c'est que à l'heure actuelle, l'ARM est utilisée principalement pour des ordinateurs portables ou des périphériques ultra fins, et en gardant une bonne puissance, mais est-ce qu'un jour ça va remplacer nos chers bécanes gamers à l'heure actuelle avec notre bon pros, notre Intel, notre RAM, notre carte mère, etc. Moi, réduire la taille. Je vais pas trop en parler là, mais je pense que l'ARM c'est l'avenir. Ce qui ne veut pas dire que tu n'auras pas une carte graphique dédiée. Je pense que les deux sont... il y aura du changement à faire parce que roulement de tambour, et c'est là qu'il y a le vrai tournant de toute cette histoire. À qui ça appartient ARM aujourd'hui, parce que c'est une marque déposée, ARM, il faut payer pour avoir le droit de l'utiliser, au même titre que Intel faisait payer son jeu d'instruction x86, et ça appartient à Nvidia. Ah. Donc Nvidia, je pense pas qu'ils sont en train de se dire on va racheter ce truc pour ne plus vendre de cartes graphiques, ce qui reste leur fer de lance. Donc je pense que l'avenir pour moi c'est de l'ARM avec une carte graphique dédiée ou quoi que ce soit. Après, clairement, si ça appartient à Nvidia, si clairement ils font que de l'ARM et que ça se vend autant qu'une carte graphique, ils vont dégager les cartes graphiques et on est sur de l'ARM plus classique, ARM gaming avec, comme tu dis, un semblant de process. Moi je pense que l'ARM, ils vont pas trop y toucher, ils vont juste récupérer les pépettes de tous les gens qui veulent faire de l'ARM. À chaque fois que tu vas vouloir en faire, tu vas devoir toquer chez Nvidia, ils vont faire oui, bien sûr. Alors bien sûr, n'hésitez pas, voici la facture. et puis ils vont rester comme ça, je pense pas qu'ils vont shifter, tu vois. Surtout qu'ils sont en train de prendre un lead tellement énorme sur les cartes graphiques, ça m'étonnerait en vrai, on va en reparler après. On fera un petit débat là-dessus en mode est-ce que c'est la fin des X86, X64, est-ce que c'est le début de nouvelle ère? On en parle tout à l'heure dans le débat, mais avant ça. On va continuer avec, en tout cas, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une idée reçue qu'on a tous sur Google. Et le problème, c'est qu'on avait raison. On avait malheureusement raison, puisque vous allez voir, je vais vous présenter un petit article intéressant qui, je trouve, a pas fait tellement de bruit pour ce que c'est. Franchement, je trouve que... Sorti hier en plus. Les médias sont assez sympathiques, on verra si ça prend un peu effet boule de neige là, dans les jours à venir ou pas. Mais en gros... On a Google qui devait se présenter devant une commission parlementaire indienne sur les technologies de l'information. Jusque-là, rien de grave, je pense que ça leur arrive à peu près tous les 2 jours. Et on a les représentants de chez Google, ils y vont tranquillement, ouais, ça va, ouais, on va discuter un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, les amis? Et ça commence à parler un petit peu vie privée et utilisation de l'information chez Google, comment ça se passe, un peu tout ça. Et on a les représentants qui nous disent, alors oui, on a le droit d'enregistrer les discussions et de les écouter si l'utilisateur a dit OK Google tout simplement. Donc OK Google pour activer l'assistant Google, blablabla, qu'est-ce que tu fais demain? Le nombre de périphériques que tu as dû allumer juste en disant ça chez les gens et peut-être ici. Tout à fait. Non, ici non ça va. Les notes sont désactivées. Merde, du coup j'ai un papier à faire avec ça. Vas-y Pipo, vas-y. Let's go. Et donc ils nous disent que oui, on a le droit d'écouter, blablabla, et ils nous précisent, à juste titre, que tout ça c'est clairement dit dans les conditions d'utilisation. Dans les conditions d'utilisation, il est dit qu'il est possible que des bribes d'enregistrement soient gardées, étudiées,
à condition que la mention OK Google soit faite, quoi. Et je peux confirmer ce fait parce que j'ai acheté un Google Home, mon premier Google Home en début d'année. Et effectivement, quand tu l'installes, quand tu mets l'application Google Home, il te met toutes les chartes de confidentialité en mode attention, il est possible que quand vous dites OK Google, l'audio soit envoyé. Est-ce que vous acceptez? Oui, non. Si tu n'acceptes pas, tu peux pas utiliser Oui, Google voilà, Home. C'est ça le problème. c'est un choix qui n'en est pas un. Mais ils disent, mais c'est extrêmement sécurisé, c'est gardé chez Google, c'est analysé. Voilà, Le violoncelle, la guimbarde et tout l'orchestre. Sauf que, si c'était que ça, c'est pas grave. Le problème, c'est que le représentant, il a dû un peu s'emporter, le représentant de Google, ou je ne sais pas. Et on a India Today, donc le journal qui a couvert un petit peu cette écoute, qui nous dit que le gars, il s'est un peu emporté, faut croire, et qu'en gros, il a commencé à dire que ça pouvait aussi arriver des fois, alors que personne n'a dit OK Google, quoi. Donc ton téléphone, il t'écoute un petit peu quand il veut, parce que il faut bien comprendre que le micro est quelque part toujours actif, puisqu'il attend d'entendre OK Google. Voilà, là je l'ai bien fait pour tout le monde, là c'est cadeau. Désactivé. Donc forcément, le micro est toujours un petit peu en stand-by et il est toujours un petit peu en écoute. Hey Bixby. Ça va marcher que sur toi. En tout cas, ça ne marche pas. Hey Bixby. Il y en a un qui a fonctionné. En faisant un gros creux dans le haut-parleur. Tu sers à rien. Il a un petit peu de mal. Mais voilà, donc votre téléphone vous écoute et des fois Google écoute vos discussions, même quand vous n'avez rien demandé. C'est un fait auquel beaucoup pensaient. Maintenant, c'est la première fois que publiquement ils le disent, sans faire exprès, j'imagine bien. Le mec, je pense qu'il ne travaille plus à Google. Il y a un mec qui arrivait, il était totalement bourré. J'arrive, t'en fais pas. Alors, il précise que il n'écoute pas de discussions sensibles, mais que des conversations d'ordre général, sans évidemment préciser comment ils font la distinction, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Donc je pense que les mecs écoutent tout et ils disent bon ça, on ne dit pas qu'on l'a. Ça oui, d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Donc évidemment, ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer et c'est des quiproquos dans tous les sens. C'est un peu débile. On dit Google, mais Alexa, Amazon, tout le monde, tout le monde est là-dedans. Faut pas se leurrer, hein, on dit Google, mais... Parce que Google est dans l'actuel à l'heure actuelle. C'est tout le monde. Hein. Alors, il nous explique aussi, en tout cas ils essayent de nous expliquer, que ces écoutes servent aux experts en langage pour, je cite, améliorer la technologie vocale pour les différentes langues. Ce qui pourrait s'entendre dans l'idée. Sauf que, est-ce que tu as besoin de passer par ton téléphone, enfin par les téléphones que tu vends, pour avoir des discussions dans différentes langues? Tu sais, il y a un truc qui s'appelle Internet, il y a une base de données gigantesque, hein. Tu peux trouver vraiment des gens qui parlent n'importe quelle langue en 3 clics. Est-ce que vraiment c'est recevable de se dire non mais ils ont vraiment besoin d'un micro partout dans le monde, dans la poche de n'importe quel habitant, pour avoir un peu comment on parle, tu vois, c'est important. Donc ça ne tient pas debout. La commission indienne en question n'a pas encore statué, et va bientôt le faire, pour savoir si ça représente une violation de la vie privée ou non. Je pense qu'ils sont dans une jolie sauce. Le problème c'est que en Inde, peut-être qu'ils vont réussir à s'en sortir d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien. La question c'est est-ce que ça va faire boule de neige? C'est toute la question. Est-ce qu'on va avoir des représentants de Google qui vont se retrouver au Sénat américain un petit peu à la Mark Zuckerberg à boire son verre d'eau comme ça, là, comme un robot? Vous voyez hein, cette scène, hein, laquelle je parle, hein, où il est comme ça là. Oui, avec des questions pas possibles sur son entreprise. Peut-être qu'on aura ça dans pas longtemps, ils vont nous envoyer un robot de Google là-bas, ça sera assez rigolo. Mais voilà, maintenant on le sait. On le sait. C'est pas vraiment une surprise, j'ai envie de dire. Hein, oui. On le savait déjà. Après, pour moi, ma réponse là-dessus, je suis en mode... D'ailleurs, anecdote, une fois, on a eu peur avec ma mère. Parce que genre, on parlait du Google Home qui buguait. Et ma mère, elle disait, ouais, mais des fois, quand je dis OK Google, il se déclenche pas, etc. Tu vois. Et elle dit, ouais, c'est vrai que des fois, ça bug. Et là, il y a le Google Home qui parle, dit, ne vous inquiétez, je suis désolé. C'est vrai qu'il m'arrive de ne pas bien comprendre, mais je suis continuellement en train de m'améliorer. J'étais en mode... OK. C'est parce qu'elle a dit OK Google juste avant, en fait. C'est pour ça que ça a déclenché. Mais c'est vrai, quand tu t'y attends pas, ça fait un peu peur. Mais vraiment... Le fait qu'ils analysent la voix pour améliorer, c'est compréhensible. Mais pour moi, parce que des fois aussi, ce qui arrive, c'est que quand tu dis OK Google et qu'il se déclenche pas, des fois ton téléphone va te mettre une notification en mode est-ce que vous avez essayé de me réveiller?
En mode, est-ce Ouais. que t'as dit OK Google ou pas? Donc, ce qui confirme que tu l'entends. Après, il y a également, il y a eu, je crois que c'était avec Alexa ou Google Home, je sais plus, mais en gros, quand maintenant, ils mettent ça, t'as un petit bouton qui permet de couper le micro. Et apparemment, je crois que c'était comme aussi chez Google. C'est même, malgré que tu le mutais, le micro fonctionnait toujours. Et Bah, pouvait yes. comme faire tout ce qu'il faisait là à l'heure Let's go, en actuelle. fait. Et encore pour moi, quand tu dis OK Google, la demande et qui s'est analysée. Ça, je m'en fous. C'est Ça, le je but. m'en fous. Après, honnêtement, je préfère largement que ce soit analysé par un robot, par un ordinateur, Ah non, mais là, il y a des écoutes humaines. que les écoutes humaines. Là, Les ça a été écoutes précisé, humaines, ça me dérange un petit peu, tu vois. Ça, c'est un petit peu chiant. Là, il y a clairement des écoutes humaines sur des choses enregistrées alors que tu n'as pas dit OK Google. Et ça pose vraiment un problème. Même si ils peuvent dire oui, ça reste anonyme, tout ça. C'est une pas ouf, question hein. d'éthique qui est pas C'est ouf, pas ouf, quoi, ouais. parce que après il y a également des histoires. Alors après ça reste à prouver. Si par exemple rien que le fait tu parles, admettons pour les pubs ciblées, même si Ah ouais. admettons on va parler de Coca ou j'en sais De rien, saucisses de Toulouse et des de saucisses Morteau. de Toulouse et des conneries du style, on va dire saucisses de Toulouse, tu vas après sur ton téléphone et puis tu vas faire sur des trucs d'actu, etc. Les pubs qui vont d'être proposées. J'ai envie d'une grosse saucisse de Toulouse. Et bah, t'auras des pubs de saucisses de Toulouse quand tu tiras sur des sites. Et ça, c'est assez ouf. Il n'y a rien d'officialisé, mais. Bah, en fait, ça participe à la paranoïa, c'est ça le problème, c'est que ça, ce genre de déclaration, C'est ça aussi. vraiment, c'est anxiogène pour beaucoup de gens. Honnêtement, moi, je suis à l'aise avec ça, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Tant qu'il clique pas sur mon dossier devoir sur mon ordinateur, tout va bien. Je rigole. Non, j'ai rien à cacher, mais ça participe, ouais, c'est ça, à une frayeur collective de on se fait écouter, on se fait. La vérité, c'est que oui. Maintenant, est-ce que les conséquences sont vraiment là? Chacun voit midi à sa porte. j'ai envie de Oui, dire. après, faut pas commencer à dire in control en nous écoutant. Ouais, non, Ils vont nous contrôler avec la 5G, avec le vaccin. D'ailleurs, Ah, je me fais bientôt implanter ma deuxième puce 5G, je suis content. Moi aussi, vendredi, dans une semaine, littéralement. Ouais, donc, Étant un tout petit peu moins. Et si la semaine prochaine, vous nous voyez décéder, c'est normal. Il est probable que la semaine prochaine, je ne puisse pas venir un jour, hein, si je Ouais, me fais casser la gueule. Parce qu'apparemment, la deuxième dose. C'est violent la 5G, hein, C'est violent, un hein. gros débit. Hein. Alors, il y a ça qui est. Citron Vert qui disait un truc intéressant, en effet. Ouais. Espérons que l'Union Européenne réagisse. Généralement, ils aiment bien voler dans les plumes des GAFA sur les données. Ouais, c'est clair. Après, le problème, c'est que les sanctions sont toujours. C'est de l'argent et eux ils sont en mode, on en a des tonnes, elle a rien à foutre, mais bon. T'as vu Didier, je lui ai mis 200 000 balles de. Après, le truc bien et pas bien, c'est qu'effectivement, ils font des. Comme il y a eu un truc avec Facebook, c'est ils ont plus amené des nouvelles règles avec également l'Union Européenne, qu'ils étaient en mode, mais attendez, il y a du suivi de pub, mais il faut le dire ça aux gens. Et que on se retrouve à aller sur chaque site et devoir accepter les cookies. Quand tu arrives sur un site et en grosse page, il est marqué, est-ce que vous acceptez les cookies? C'est insupportable. Pour moi, c'est juste insupportable. Vous vous souvenez d'il y a 2 ans où quand tu allais sur chaque site, ils te demandaient pas les cookies. Je suis d'accord, c'est très bien d'être transparent sur ça, sur le fait que les cookies te suivent, etc. Ok, mais que chaque site le fait, au bout d'une semaine, t'as compris que chaque site le fait. Pour moi, avec la petite bannière en bas en mode, si vous utilisez le site, vous acceptez les conditions d'utilisation et tu dois cliquer sur un petit bouton pour accepter, mais quand ça arrive en grande page, à chaque fois que tu arrives sur la moindre site que tu fais une recherche, Surtout c'est ils insupportable. s'en souviennent jamais, quoi. tu te demandes tout le temps. Bah oui, c'est ça. Après, il y a surtout des quand t'es en extensions navigation Chrome privée, etc., apparemment mais- pour valider automatiquement les cookies. Ah bah, je crois que je vais l'installer, tu me fais bien de dire, je vais Je crois- l'installer je crois que j'ai immédiatement vu parce ça. que c'est insupportable. Hein, parce Je crois que que j'ai vu ça. ce serait bien que Google soit très transparent là-dessus, ce que le fait déjà, mais que chaque site le fait, ça devient insupportable quoi. Enfin, C'est un peu lourd, après, bon, c'est de la au moins on est protection. d'accord, on est transparent, mais ça enlève la fluidité moins fluide, d'utilisation oui. des utilisateurs, et ça je C'est trouve sûr. moins bien. C'est sûr, c'est sûr. Parce que si à chaque fois que j'utilise, si tous les jours mon Golem dit attention, je vous écoute et j'envoie vos données. Ah bah il va pas rester longtemps, hein, il va vite passer par la Voilà, fenêtre, c'est sûr. donc c'est après oui, c'est compréhensible. Après pour moi, je reste dans l'idée où j'accepte qu'ils m'écoutent, mais tant que c'est chez Google, que c'est anonymisé, qu'on ne sait pas que c'est moi, que c'est crypté, qu'on ne sait pas que c'est moi, que c'est analysé, ok. Mais il faut pas que ça commence à être rendu public, vendu à je ne sais qui. Ce que fait Google, ce que ne fait pas du tout Google, ils sont relativement clés là-dessus, mais attention parce que c'est pas hyper transparent non plus. Voilà, là à la limite je veux bien encore accepter, même si bon il y a un problème d'éthique Après, qui se pose. si on pousse le truc à fond, tu peux imaginer, le nombre d'extensions est incroyable. Apparemment c'est I don't care about cookie, bah écoute je vais l'installer juste après l'émission et puis voilà. Mais le truc, là où tu peux rentrer dans une boucle infinie de putain c'est la merde, blablabla, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est si tu commences à te poser la question de mais s'ils enregistrent tout ça, est-ce que
la police, par exemple, a le droit, pendant une enquête, Ouais. te dire avez-vous des enregistrements de monsieur Prout il faut qu'on écoute, tu vois. Mm. Il y a tout ça. Est-ce qu'après, ça devient des données qui n'ont pas le droit d'être fournies à un État? Alors je Mais on sait qu'il y a des États qui Ouais. ont la main mise sur C'est absolument ça, tout. Encore en Europe, on est extrêmement sécurisé sur Oui, je Google, tu n'as pas le droit, à moins vraiment que c'est un truc assez extrême, quoi. De toute façon, en Mais, France, qui va avoir des données? Je veux dire, Interpol qui va demander des données à Thales, tu vois. C'est pas comme si on Ouais. avait des GAFAM de l'infini. Mais c'est ça aussi le truc, c'est on a la main sur rien en tant qu'Européens, puisque comme on n'a pas de Les GAFA sont tous GAFA, américains. on n'a pas de super entreprises chinoises non La plus. première entreprise française, je rappelle, c'est Louis Vuitton. Donc, Ouais, fait des ouais, sacs. c'est sûr. Donc, sûr. c'est vrai que ça va être compliqué. Mais nous, on a la main sur aucune de nos données, quoi. D'autant plus en tant qu'Européens. C'est ça qui est un petit peu embêtant. À part de DS comme ça. On parle pas de Thales comme ça, ta vieille boîte, là, producteur de vieux radars autour, cul du cul Thales. La fine fleur de l'industrie française, ça sait faire des radars et des puces pour des cartes, frère. Je déteste. Demandez à Wiko, mais bon. Est-ce que rigole. Wiko existe encore? Voilà. Ah ouais, Wiko, c'est vrai que tu pourrais, ouais, c'est vrai, on n'y pense pas assez. À Arcos aussi, hein. Arcos qui doit avoir une base de données exceptionnelle. Ah, bref. On a la main sur Dailymotion. Ah, les embrouilles. Enfin, avançons dans cette émission parce que on va pas s'en sortir sinon. Ouais, on va avancer. J'ai pas trop de transition. C'est pas grave, t'as le droit de pas en avoir. Hein. Tu dis, quand on n'a pas, t'as juste à dire à la PPDA, sans transition, nous passons, voilà. On va passer désormais après... J'essaie de trouver une transition. Quand on parle de Google, on parle de machine. La machine, c'est quoi? C'est le futur. Et dans le futur, il y a quoi? Il y a les Simpsons. Allez, voilà, nique sa mère. C'est bon. On va parler des Simpsons qu'ils ont prévu avec, entre autres, Disney+, un petit crossover assez rigolo. On va vous le montrer tout de suite. What? Les Simpsons X Marvel. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien à faire. Disney a la licence. On fait ce qu'on veut. Bref, en tout cas, comme vous le voyez, il y aura un crossover Les Simpsons qui s'appelle Les Simpsons le Bart et le Loki, qui est un crossover entre Loki, la dernière série de Disney+ / Marvel, et Les Simpsons. C'est pas une transition, ça c'est une thèse. Ouais, mais c'est pas une thèse fait objet de transition, c'est pas grave. Et qui va sortir le 7 juillet, donc ça arrive dans un petit peu moins d'une petite semaine. Bah super, tu réduis le Pardon. truc, super. Et ça arrive dans moins d'une petite semaine, donc le 7 juillet, donc c'est-à-dire vendredi prochain, si j'ai pas de bêtises. Non, je suis nul, c'est mercredi prochain, qui arrivera en même temps que l'épisode 5 de la série Loki, une série qui marche extrêmement bien, qui a de très bons retours, et ce court-métrage sera une parodie directe de Avengers Endgame. Voilà. Avec, entre autres, Loki dedans, avec Loki, tous nos personnages favoris des Simpsons. Je vous fais on a un tout petit synopsis. Donc c'est un court-métrage d'un nom que j'ai oublié de noter, j'ai fait de la merde dans mes notes. Bref, en gros, c'est le personnage de Loki qui a été banni du royaume d'Asgard. Donc, il se fera confronter à une équipe de super-héros redoutables, les habitants de Springfield. Donc, le dieu de la malice va devoir s'associer à Bart pour vaincre ses adversaires. Parmi les héros, on retrouve Ned Flanders en Ant-Man, Moe le Barman en Vision, Ralph Wiggum en Hulk, ou encore Lisa Simpson en Thor. Voilà, ça a l'air d'être assez... Hein? Voilà. Il est cursed, hein, le Flanders en Oh putain, oui, je l'avais pas vu. Cursed de ouf. Hein. Oh, J'arrive pas à Barney zoomer. J'ai oublié le nom. Barney à gauche, il est en quoi, putain? Ah, en Iron Man. Iron Man, merci, j'oublie tous les noms. Oh, comment il est cursed aussi, le mot en vision, là. Il est incroyable. Ah, l'angoisse est absolue. Ah, putain, Totale. la mère de Skinner qui est en Seigneur Jedi, enfin bref. Ah non, mais c'est Black Widow, putain, oui, je Ah non, comprenais pas. oui, Oui, t'as le bâton pardon, électrique, elle est rousse, d'accord. Putain, j'aurais cru le Seigneur va devoir faire. En vrai, le meilleur, c'est Milouz. Hein. Franchement, Milouz, il passe trop bien, je Il est trouve. en incroyable. hockey. En tout cas, ça a l'air d'être assez drôle, et sa petite anecdote en version originale, la voix de Loki sera également Tom Hiddleston, donc qui est la vraie voix de Loki dans la série. Hiddleston. Et sachant que c'est pas la première fois qu'ils font un petit
un petit crossover. Il avait déjà fait avec Star Wars, avec Le Réveil de la Force après la sieste, qui était un très petit court-métrage de 5 minutes avec Maggie. Voilà. D'accord. Ils en ont fait même déjà 2. C'était 2 courts-métrages que j'ai vus. Ils étaient sympas mais oubliables. Là, j'espère que ce sera... c'est un court-métrage, mais j'espère que ce sera plus un épisode crossover qu'un court-métrage comme on en a déjà eu. Parce que c'est des courts-métrages où c'était les aventures un petit peu de Maggie, où c'était un petit truc rigolo, tu vois. Mais c'est tout, hein. C'est un petit court-métrage que tu vois avant un épisode, mais ça fait pas un épisode. Et pareil, il parlait pas, etc. Là, j'espère que ce sera un épisode un peu crossover qui pourrait être assez drôle avec des trucs, avec l'univers des Simpsons. En tout cas, on peut voir que Disney Plus est très content d'avoir les droits de la Fox à la Fox, donc avec les droits des Simpsons, entre autres, une partie des droits, ainsi que ceux de Marvel, parce que ça s'amuse. Hein. Donc, ils font ce qu'ils veulent et ce sera sur Disney Plus, évidemment. Ça s'amuse. Oui, c'est vrai que oui, le jeu du crossover, ça a changé en 20 ans. Hein. Oh, oui, Alien vs Predator, passé à Simpson et Loki. C'est une autre époque. Est-ce que, théorie, thèseorie. Est-ce qu'ils sont pas en train de nous préparer un petit truc rigolo en rapport avec la série Loki, en mode, je sais pas si vous avez vu la série, mais Alors, j'ai pas regardé moi, malheureusement. Mais tu peux. Alors là, c'est pas spoil parce que vraiment, c'est le premier épisode. Hein. En gros, t'as pas forcément la même forme dans tous les univers, c'est-à-dire que ils te font clairement comprendre qu'un jour Loki il a une tête d'humain, mais il pourrait ressembler à, je sais pas, à un kebab vivant, à un chat ou quoi que ce soit. Et peut-être que ça serait pour introduire un Loki monde Simpson qui pourrait, honnêtement, il pourrait réussir à le caler dans la série. Moi, j'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais tu peux tout faire avec l'idée de base de la série. Honnêtement, tu peux tout te permettre. D'accord. Ça pourrait être un peu plus rigolo que le crossover, au lieu d'être juste un petit court-métrage, soit vraiment incorporé dans la série. Parce que c'est un petit court-métrage teaser, ça va être chiant. J'espère qu'au moins ce sera un épisode parodique comme l'habitude de le faire les Simpsons et c'est toujours très drôle. Voilà. Oui, de toute façon, ça sera drôle, ça c'est sûr. De toute façon, clairement, Matt Groening, il devait être derrière en mode attention. Hein, c'est quand même parce que je vous rappelle. J'espère. Alors attention que Matt Groening, donc le créateur des Simpsons, le licence Simpson avait des parts, on va dire, des Simpsons, mais elle n'appartenait pas totalement les Simpsons n'appartenaient pas totalement à la Fox. Il y avait une partie, les droits sont à Matt Groening. Matt Groening a vraiment un regard 100% vrai. La Fox n'avait uniquement que des commandes d'épisodes. C'est juste en mode voilà, nous on diffuse, on veut 20 épisodes par an. Let's go, vous faites ce que vous voulez, et ils ont jamais eu un droit de regard là-dessus, ou très peu. Et je sais pas si c'est toujours le cas avec Disney+, mais en tout cas je l'espère. En tout cas, je suis quand même déjà très content que ils ont quand même Disney a laissé les épisodes où les Simpsons ont chié sur Disney+, ont fait des parodies, tout ça, qu'ils ont même d'ailleurs prédit le rachat de la Fox par Disney. Ça, c'est comme ils prédisent tout, ils ont prédit le Covid, ils ont tout prédit les Simpsons. Bref. Ça rend fou. Ça rend ouf. Et mais en tout cas, j'espère que ce soit bien, que ce soit pas juste un crossover chiant, et que ça reste parodique et un vrai épisode avec tous nos personnages. Ouais, moi ça le sera, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, après. En tout cas, hâte de voir, et je le regarderai, même si je comprendrai sans doute rien, parce que je suis à la ramasse dans tout ce qui est Avengers, et encore plus avec Loki. Ah c'est pas... Oui, c'est vrai que si tu me dis que ça reprend un peu du endgame et tout, ouais, ça peut être un peu compliqué. Après, les Simpsons, ça va, je pense qu'ils vont parler au public Simpson aussi. Oui, clairement, ça va rester assez sympa, mais en tout cas, ça me fait bien rire de voir des personnages genre Hulk, tout ça sur Ralph Wiggum. Il n'a rien à foutre là, ils ont vraiment pris, oh regarde ce personnage ultra stylé, tiens on va le foutre à cet enfant là. Mais c'est Lisa Antor, enfin bref, c'est incroyable. Team DC pour Grumuf qui ne regarde pas Disney, et je te comprends, je regarde les deux, j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour DC, plus que pour Marvel. Le problème c'est que, et je pourrais en faire une thèse, je pourrais en parler pendant 4 heures hein, du DC Universe, mais le problème c'est que il y a des hauts, il y a des bas. Marvel, ça monte jamais très haut, mais c'est toujours constant. Et c'est finalement. Après moi, honnêtement, je n'ai jamais été très film de super-héros. J'en ai déjà regardé pas mal. La plupart que j'ai regardé, c'était des Marvel. Et je suis un peu plus attiré par le côté Marvel que DC, même si DC a des trucs toujours assez sympathiques. C'est juste que j'ai jamais vraiment pris le temps de regarder
beaucoup de films de super-héros parce que moi, à l'inverse de Grumus, je suis beaucoup plus Disney, tu vois. Donc c'est ça aussi. Bah, je vais pas. Enfin, ouais, on aura l'occasion d'en reparler d'ici et je le ferai avec la plus grande des joies, ça c'est certain. En tout cas, je suis Moi, vraiment très j'adore. content que les Simpsons sont toujours vivants parce que si vous souvenez-vous, il y avait 5 ans, il y avait un grand souci en mode où les Simpsons ils commencent C'est à avoir vrai. moins en moins de vues sur la Fox, il y avait des potes, ils commencent à avoir plus trop d'idées et où c'était surtout puis ça commençait à devenir cher à créer les épisodes et du coup que ça commence à devenir cher pour la Fox, ils avaient beaucoup de mal à vivre également de ça. Du coup, ça allait potentiellement s'arrêter. Et là, j'ai l'impression que c'est bien reparti, surtout avec le rachat Disney Plus en mode Ouais, bah. tenez, l'argent, allez, faites-vous plaisir. Voici le flouze. Mais en tout cas, je suis très content qu'ils sont toujours là. Et en tout cas, j'espère qu'ils seront encore là pour des années. Parce que je rappelle que les Simpsons est la série qui a le record de longévité. Je rappelle qu'il y a 30 fucking saisons, même plus. Je crois qu'on a 31, 32 là maintenant. c'est Et c'est n'importe toujours la saison 33 et 34 ont été validées. Bref, on n'est pas prêt de s'arrêter Chapeau, et j'en suis très content que ce soit chapeau sur aux Disney+. auteurs. C'est pas aux auteurs qui arrivent à se renouveler. Chapeau Matt Groening, vraiment Matt Groening qui fait des trucs géniaux. J'ai par exemple le Simpson, série favorite clairement. Il y avait également Futurama Moi qui j'adore ont fait. Futurama. Futurama, j'ai jamais vraiment accroché. Tu vois, j'ai déjà regardé quelques autres, j'ai jamais vraiment accroché. Par contre, j'ai beaucoup aimé la série Netflix Désenchanté. Désenchanté, oui, c'est ça. Désenchanté. J'ai regardé la première saison, après j'en ai eu plein le cul, mais Ah j'ai ouais beaucoup aimé, j'avoue, au début, ça m'a pris au début. J'ai beaucoup aimé, j'ai regardé la saison 2, moi j'attends la suite. J'ai bien aimé, j'aime bien. Tu sens clairement la patte de Matt Groening. C'est du Matt Groening, les yeux comme ça. Mais voilà, moi je regarde Je suis encore d'accord. beaucoup à l'heure actuelle, tous les midis. Quand j'ai la flemme de regarder quelque chose, hop, Disney Plus, un épisode des Simpsons que j'ai vu il y a longtemps ou que j'ai des Ouais, fois il y a que j'ai beaucoup pas de gens vu. qui font ça. Et puis je suis content, puis j'aime bien. Voilà. Ça fait Ouais, le café. je comprends. Enfin, c'est cool. En tout Grumuf cas, qui nous dit que DC n'a pas de grands films, pas beaucoup de grands films. Pardon, j'ai tapé mon micro, ça devait être insupportable. Il n'a pas beaucoup de grands films. Je rappelle que Batman vs Superman version longue est un excellent film. La version courte, la version cinéma, du coup, il ne faut pas la regarder. C'est pas un film du tout, mais la version longue est un excellent film. Vous n'arriverez jamais à me convaincre de l'inverse. Ça a fait débat pendant quelques temps. On va continuer avec la dernière news de l'émission. C'est une forme de transition. oh, mais t'as une transition là à faire. Il y a quoi dans il y a quoi dans tout ce qui est les super-héros? Il y a des robots, tout ça. Oh Mais là les là robots là là. sont là à l'heure actuelle, ils viennent chez vous dès demain. Eh ben, on va parler de Facebook, voilà. Allez vous faire foutre avec vos transitions. On va parler de Facebook qui nous a présenté à l'occasion de, comment ils ont appelé ça, du Facebook AI Innovation Summit, donc le sommet de l'innovation de l'intelligence artificielle chez Facebook, quoi, hein, en bon français bien franchouillard traduit du cul. Ils nous ont présenté les dernières recherches effectuées, les derniers travaux effectués par leur labo qui s'appelle le Facebook AI Research, ou le FAIR, pour le petit jeu de mots en anglais, qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui avance pas mal sur des sujets plutôt sympathiques, vous allez voir. C'est que du bon pour les flemmards, puisqu'ils veulent clairement développer une intelligence artificielle qui serait reliée à un robot, donc un robot qui ferait le ménage chez vous, entre autres, qui serait capable d'aider aux tâches ménagères et d'aider un petit peu à diminuer la charge mentale qui repose sur nous, pauvres humains, quand il s'agit de passer l'aspirateur dans son appartement. L'idée, en fait, c'est qu'ils ont développé un simulateur qui s'appelle Habitat 2.0. Et ce simulateur, il représente des scènes en 3D, des modèles d'intérieur, que ce soit des appartements, des centres commerciaux, tout ce que vous voulez, quoi. Il les représente en 3D avec plein d'objets à l'intérieur, avec des placards, le frigo, tout ce que vous voulez. Il est capable de faire bouger ces éléments dans n'importe quel sens comme il le souhaite. Et en fait, il est capable aussi de faire travailler une intelligence artificielle dans cette simulation en 3D. Donc en fait, ça permet de faire du deep learning. Donc le deep learning, c'est le fait de faire manger plein d'informations à un algorithme pour qu'il comprenne de mieux en mieux comment le résoudre. Et qui apprend par lui-même. Et qu'il apprend du coup par lui-même. En gros, vraiment, l'exemple typique, c'est tu demandes à un algorithme d'essayer de reconnaître une photo de chien. Tu vas lui donner des photos de chiens au début, plein de photos de chiens. Et en lui disant ça, regarde, c'est un chien. Hein. Tu lui en mets plein, des millions. Et puis après, tu commences à pas lui mettre des photos de chiens, et comme il en a vu des millions avant, il doit être capable de dire « Ah non, ça ressemble pas à ce que tu m'as montré dans les millions d'avant, quoi. »
C'est un peu ça l'idée, si vous voulez. Et ça, là, ils veulent l'appliquer à leur intelligence qui serait là pour se mouvoir dans votre intérieur. Donc, ils ont besoin de le faire mouvoir dans plein d'intérieurs différents, de vraiment lui faire comprendre qu'est-ce que c'est un habitat humain. Et donc, il faut plein d'exemples à lui montrer. C'est pour ça qu'ils passent par une simulation au lieu de construire un appartement pour foutre le robot dedans et le faire ça des millions de fois. Évidemment, c'est un peu plus intéressant de le faire en numérique, en digital plutôt, grâce à Habitat 2.0. C'est assez cool. Alors, ils nous disent que ça peut aller assez loin puisque l'idée profonde de ce truc, c'est de faire vraiment comprendre à l'IA qu'est-ce que c'est un habitat humain. C'est-à-dire qu'il doit comprendre de lui-même que logiquement, mais pas dans tous les cas, mais logiquement, un frigo par exemple, ça va se situer dans une cuisine. Que tel objet va plutôt aller là-bas. Et ça, tel truc peut changer de place. Exactement. Dans son sens, son plein gré, quoi. Exactement, et t'as complètement raison, parce que la suite, c'est aussi de se dire, mais par exemple, des clés de voiture, ça peut ressembler à ça, donc déjà, il faut lui faire comprendre ce que c'est des clés de voiture, sachant que ça a des milliers de formes différentes. Ça peut ne même plus être une clé, mais une carte. Voilà, donc tout ça. Et lui dire, mais par exemple, tu vois, des clés de voiture, ça n'a pas vraiment d'endroit dans une maison. Alors oui, on aimerait bien que ça soit la porte de la cuisine, enfin la porte de l'entrée par exemple, mais tu pourras retrouver cet objet sur la table basse dans la chambre par exemple. Donc s'il est là, tu dois aller le remettre. Voilà. Et ça, la suite logique de ça, exactement, c'est ça. C'est algo sur algo. Voilà. Mais donc il faut faire comprendre les objets, comprendre les emplacements, comprendre qu'est-ce que c'est un placard. Comprendre c'est quoi la différence entre un placard et un frigo, tu vois. Donc c'est assez énorme ce qu'ils essayent de faire. Dans l'idée d'avoir un robot qui viendrait vous accompagner dans vos tâches du quotidien. Alors, on a Dhruv Batra, qui est chercheur au FAIR, du coup, qui nous disent que là, il travaille actuellement sur une tâche de rangement, donc vraiment, comme tu viens de le dire, retrouver quel objet il est en train de regarder, comprendre ce que c'est, le remettre à son bon emplacement. Donc ça serait la tâche un peu sur laquelle il travaille le plus en ce moment. Mais aussi sur une tâche pour ranger les courses. Le robot serait capable de mettre les aliments dans le frigo, ce qui doit rester sur le comptoir, imaginons sur le comptoir, le reste dans le placard, les céréales dans le placard, et de vous aider à ranger les courses, pas d'aller les faire, hein, de les ramener et lui fait le reste. Et aussi, il travaille sur un scénario où le robot met la table, tout simplement. Et voilà l'idée. On n'a pas de vidéo de ça ? On n'a pas de vidéo pour l'instant, malheureusement. En fait, ce qui a été mis en avant, au-delà du robot, c'est vraiment la simulation. Okay. Et alors on voit une légère image de à quoi ça peut ressembler. Bon, ça va pas beaucoup nous aider, mais voilà, on voit qu'il fait du pathfinding, donc il essaie de comprendre par où passer dans son intérieur pour aller jusqu'à la table, imaginons, ou quoi que ce soit. Et tous les éléments que vous voyez là, il peut ouvrir les placards, tous les placards, etc. On peut déplacer les placards, tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant sur le plan de la recherche. Parce que c'est clairement comme ça qu'on va arriver à ce genre de résultat, il faut entraîner des intelligences et leur donner de la matière. Et là, l'économie d'argent, vous imaginez bien qu'elle est exceptionnelle, parce qu'entre construire 3 millions d'apparts et les faire en simulation 3D, ça coûte un tout petit peu moins cher. C'est pas la même chose. Mais ça c'est bien, ouais. En vrai, le faire apprendre de manière numérique. C'est génial ça. Ça c'est ouf. Et surtout qu'il apprend de lui-même. Ça c'est. Il y a 5 ans, c'était même pas concevable ce genre de choses. C'est surtout que ça peut être relativement rapide. C'est ça aussi, parce qu'une machine apprend beaucoup plus vite qu'un humain, quoi. Moi je pense à ça parce que c'est là qu'on avait commencé à parler vraiment de machine learning à fond. C'était avec l'intelligence de Google qui devait apprendre le jeu de Go. Donc un jeu de plateau relativement complexe. Ouais, voilà, parce qu'à l'instar de l'échec qui est relativement facile de comprendre comment les règles sont simples, voilà, les possibilités sont infinies. Voilà, tu peux percevoir sur quoi on arrive, que le Go c'est plus sur du feeling, ouais, c'est très compliqué. Voilà, il n'y a pas une logique précise, c'est plus du feeling, c'est tu penses que ça va être comme ça, etc. De prévoir l'avenir entre guillemets. Ouais, et du coup, pour lui apprendre, on lui filait des parties de Go à regarder à l'infini, des fausses parties de Go, il comprenait tout ça. Et d'ailleurs, il a aidé à développer des nouvelles stratégies de Go, parce qu'on a vu le robot faire des choses que les joueurs pros n'avaient jamais vues, n'y avaient jamais pensé, et ça avait aidé, et il avait fini par gagner. D'ailleurs. Et pour la petite anecdote rigolote, on avait fait la même chose avec une intelligence artificielle qui devait affronter des joueurs pros à Dota 2. Dota 2 qui est un jeu comme League of Legends.
C'est merde, j'ai oublié le nom. Un MOBA, merci. Merci toi. Merci de l'avoir retrouvé. Merci cerveau. Désolé. Mais on avait donné à une intelligence artificielle, on lui avait donné Dota 2 en lui disant, bah écoute, on l'entraîne et puis on va essayer de la faire affronter des pros. Donc c'est du 5v5. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est que l'IA galérait de ouf au début parce que le fait de jouer 5 joueurs rendait le truc complètement fou comparé au Go ou à l'échec, parce que là, il fallait vraiment faire des synergies entre tous tes personnages. Ouais, parce que surtout que dans des jeux comme ça, généralement tu joues avec ta clique, tout ça, avec tous tes amis, et tu parles entre eux, et il y a un leader plus ou moins, où il y a une personne qui dit va là, et voilà, ou quelqu'un dit attends, je vais là, donc l'autre personne dit ouais, ok, donc je vais plutôt aller là, pour que ce soit plus efficace, mais va-t'en dire ça à des ordinateurs qui n'ont pas de mental de perception comme nous, quoi. Bah là, voilà, c'est vraiment l'idée de bien comprendre que il faut que tu te divises en 5, mais que les 5 ont le droit de faire des choses les uns avec les autres. Et ça, au début, il avait beaucoup de mal, et il a fini, et je crois que de mémoire, il a fini par gagner une partie. Alors que c'était un vrai challenge au début. On pensait que bon, tu sais, tu mets ça va marcher sur le Go, ça va marcher sur Dota. Eh ben non, c'était pas si facile que ça. C'est ouf, hein. Après, bon, l'intelligence artificielle est toujours en train d'apprendre et d'aller de plus en plus loin. C'est le début. Sachant qu'on a déjà mis je pense que tout le monde le sait, mais je le répète pour ceux qui ne le savent pas, on a déjà mis 2 intelligences artificielles ensemble. Et on le dit, bah, on met 2 intelligences artificielles et vous allez parler entre vous. Au bout de 5 minutes, ils ont créé un langage commun impossible à déchiffrer pour l'humain. Ça, c'est flippant. Donc, les développeurs ont fait on va les débrancher, hein, parce que c'est un peu chelou là quand même. Donc, ouais, vous voyez que c'est assez impressionnant. Même aussi, je sais que par exemple, il y avait des choses. Alors, je sais plus si c'était dans quoi, je sais pas si c'était Twitter, mais bref. Non, c'était pour Wikipédia, autant pour moi. En gros, sur Wikipédia, il y a plein d'intelligences artificielles, ils ont chacun un nom, qui sont là pour vérifier que les informations soient vraies. Et en gros, il y avait 2 intelligences artificielles, une qui s'appelait Toto et l'autre qui s'appelait Tata, on s'en fout du nom. Mais en gros, il y a Toto qui allait sur l'article et qui disait « Ah non, ça c'est pas bon », genre une date, puis il l'enlevait. Et Tata était « Ah bah non, en fait, si c'est bon, il la remettait ». Et en fait, à chaque fois que Toto modifiait quelque chose, que ce soit sur le même article ou un autre article, t'avais Tata qui le rééditait, qui l'enlevait ou qui le remettait après. Et il y avait vraiment un jeu entre les deux, un peu humain, comme si ils s'engueulaient, qu'ils se faisaient du mal entre eux. Enfin ouais, c'était assez drôle. Et c'est assez ouf de voir qu'il y a des traits de caractère humain dans des intelligences artificielles, c'est drôle, terrifiant. Donc le robot nous dira ce qu'on doit faire, et si on le contredit, ça va finir comme un épisode de Love, Death and Robot. Non, on n'en est pas là pour le truc de Facebook. Ouais, j'avoue. Alors d'ailleurs, il précise Facebook que là, il galère beaucoup à faire vivre le robot en harmonie avec les humains, c'est-à-dire qu'il a un peu de mal à comprendre dans quelle direction vont les humains pour pas leur rentrer dedans ou quoi que ce soit. C'est pas forcément évident. Ils en sont un petit peu là, donc on a encore de la marge, Gremuf, t'en fais pas. Ouais, genre il va poser les clés, toi tu veux les prendre, parce que tu regardes un truc, tu vas faire non, tu les laisses là, c'est là les clés. Petite salutation à nos amis les robophobes, actuellement en sueur devant le stream. Salut à tous. Ça existe la robophobie ? J'en sais rien, ça doit. C'est besoin, il y a de tout. Maintenant, ça doit certainement avoir peur de tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit débat rapide sur l'ARM ? Allez, rapide, parce qu'on en a déjà pas mal parlé, mais ouais, on peut revenir un petit peu dessus, ouais. Un petit débat rapide, c'est parti. Je ne suis pas inquiet, mais triste, putain, c'est encore pire. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette transition. Bref, l'ARM, comme on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas répéter ce que c'est, vous avez qu'à retenir. Et en tout cas, on va faire un petit débat là-dessus, est-ce que vous pensez que l'ARM est le futur des processeurs, le futur qui sera dans tous nos ordinateurs, ou est-ce que vous pensez que ça sera comme, admettons, le x64 à l'arrivée du x86 Le x86 tout court. Après ça c'est les bits, le x64, c'est compliqué, c'est hyper compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais est-ce que vous pensez que ça va venir en adéquation en plus du 86, ou est-ce que ça va venir remplacer ? Est-ce qu'on est enfin sur un nouveau système ? Qu'est-ce que t'en penses ? Sachant que le 86, faut bien se rendre compte que c'est ultra méga giga over répandu. Hein. C'est vraiment, je vais pas donner de chiffres parce qu'avec les mobiles, l'ARM a explosé puisque les mobiles sont en ARM. Mais les PC de bureau, aujourd'hui, je pense qu'on est à 99%, tu vois. On est tous en ARM. Les consoles aussi. On est sauf une certaine swinche
Ah ouais, elle est pas en... La Switch, c'est un SoC Nvidia et il me semble que c'est de l'ARM dedans, mais D'accord. il faudrait que je revérifie ça. C'est possible. Le Tegra, je En sais soi, plus une si Switch, c'est de c'est un l'ARM. téléphone portable. Hein. Bah, c'est pour ça, marche, il me semble que le Tegra c'est de l'ARM. Bon, il faudrait que je revérifie, mais en tout cas, les consoles classiques, j'ai envie de dire, sont toutes en x86. Et la seule variance qu'on avait eu un petit peu de ça, enfin, une variance qui avait fait du bruit, c'était la PS3 à l'époque, qui n'était ni en x86 ni en ARM, et qui a été une sainte horreur pour tous les développeurs. C'était une console, personne ne voulait bosser dessus, ça a fait Laquelle ? la PS3. La PS3. D'ailleurs, c'est la console la moins bien vendue de Sony, et il n'y a pas de miracle, hein. C'est en grande partie pour ça. Personne ne voulait travailler sur cette console de merde, et Sony s'en est bouffé les doigts et est revenu en arrière directement avec la PS4, sachant qu'une console, en fait, c'est un petit PC, hein. Aujourd'hui, C'est un PC déjà fait et optimisé. voilà, c'est ça, hein. Et ça utilise du x86. Maintenant, la question, moi, que je me pose, en vrai, et c'est, je pense, la question de beaucoup, c'est que pour travailler au quotidien, j'ai aucun souci avec l'ARM. Aucun souci. Je veux dire, quand tu vois comment Oui. un Un téléphone. téléphone, tout simplement, Juste. peut être responsive, on peut, j'imagine, sans aucun souci, un Windows ou macOS, qui est de toute façon en ARM maintenant. Surtout qu'avec un smartphone, aucun à souci. l'heure actuelle, tu fais tout. Enfin, tu fais toutes tes tâches plus classiques. Regarder, écouter de la musique, regarder des vidéos, regarder des films, aller sur Internet, consulter ton compte. Bref, tous les trucs plus classiques, ou même des fois jouer à des petits jeux, tu fais ça sans aucun souci avec de l'ARM et que ça reste très puissant et très fluide. Du multitâche aussi. Ben, c'est ça. Et en fait, moi, ma question du coup, c'est quid du jeu? Et en C'est fait, quand je vois, mettons, ouais, voilà, c'est ce que j'allais venir aussi. C'est vrai que pour l'ARM, pour reprendre ce que tu dis, c'est que l'ARM à l'heure actuelle, il est parfait pour le grand public, on va dire. Mais pour le gaming, est-ce que ça risque pas d'être embêtant? bah, c'est une grande question en effet, et j'aurais vraiment beaucoup de mal à te répondre aujourd'hui. Mais par contre, ce qui me donne, enfin, ce qui me rassure, c'est quand je vois ce qu'on arrive à faire tourner sur des mobiles aujourd'hui. Il y a des jeux, ils sont littéralement juste très 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 beaux Mm. et très très fluides. Et on est sur des téléphones. GTA ont- 4, tu le fais tourner sur un smartphone maintenant, voire GTA 5. Hein. Ah oui, je pense. Sans- Ouais. Ah ouais, GTA ouais. 3 sans aucun problème. GTA 4, je me suis pas renseigné depuis longtemps, mais normalement sans aucun souci, tu Je le fais pense, tourner. ouais. Limite GTA 5, bah surtout avec les prochains téléphones qui arrivent, GTA 5 sans aucun souci, tu le fais tourner. Hein. Je pense vraiment. Peut-être pas optimisé, Sachant mais, qu'il faut bien comprendre un truc aussi, et ça c'est hyper important, ce qui limite aujourd'hui le smartphone dans la puissance, alors pourtant on est clair, franchement c'est un peu illimité le smartphone aujourd'hui, on l'utilise même pas à fond, il y a quasiment personne qui utilise Vous avez ça. autant de RAM maintenant dans un smartphone que dans un Voilà. ordinateur. Hein. Maintenant, tu es bientôt à 12, 64 Go dans un téléphone, alors que dans un ordi, tu es généralement limité à 8. Hein, dans le Et grand public, encore. la première et principale limite du smartphone, c'est pas la taille, non, c'est la chaleur dégagée. Mm. C'est le fait que tu ne puisses pas dissiper la chaleur correctement dans une feuille d'aluminium toute petite. Mm. Alors imaginez dans un ordinateur d'une taille de bureau où vous avez des ventirades, un ventirad c'est un ventilateur sur le processeur, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous avez des ventirades de taille énorme avec de la dissipation de folie. Où on peut aller avec ça, j'en sais rien, mais je pense qu'on peut aller loin, vraiment loin honnêtement. Et ça me fait plaisir. Alors Date Citron Vert qui nous disait, je pense qu'on va sur une période x86 plus ARM, avant que ce dernier remplace son grand frère. Je pense qu'Intel a grand intérêt à ne pas se reposer sur ses lauriers. Ouais. Et je suis assez d'accord. Je pense que la période x86 ARM pourrait être très relou pour le consommateur. Mais donc c'est il va en fait, vraiment faire confiance là, à l'heure Rosetta et actuelle, compagnie. là, ouais, effectivement, à l'heure actuelle, on est en période X80, on a X86, XARM, mais je pense que c'est à l'heure actuelle parce qu'on est en état de transition. Ouais. Dans 5 ans, on sera peut-être sur du full ARM, on ne sait pas. Ouais, c'est sûr. Avec toujours une compatibilité sur du x86 avec de l'émulation de x86 en ARM. Mais ouais, en tant que dev, je peux vous dire que le support x86 va clairement pas sauter d'un jour au l'autre. Il suffit de voir les anciennes bibliothèques logicielles qui supportent des anciennes versions de Windows qui pourrissent la à vie à vie force de de forcer la compatibilité. Oui, On non, est c'est d'accord. clair, tu prends juste Office. Comme d'habitude, évidemment, même si demain, il y a une loi mondiale qui dit on passe sur l'ARM chez tout le monde, le x86, on en prend quand même pour 15-20 ans. C'est normal. C'est On a normal. toutes les ouais. machines, il faut évidemment continuer d'apporter du support sur ces machines-là. Maintenant, en fait, on se rend Après- compte que ça passe par la petite porte, c'est-à-dire que la voie de l'ARM, ça a été mobile, Mm. tablette, ordinateur, enfin Chromebook, un petit peu tout ça.
ordinateur avec Apple. Vraiment Apple. Et je Même pense Pro, qu'Apple, ordi Pro. ouais, exactement. Et je pense qu'Apple a vraiment lâché les chevaux là-dessus et tout le monde va devoir suivre. Ouais. Et l'étape finale, et moi j'aimerais vraiment avoir un putain d'ordi de bureau en ARM, voir un peu ce qu'on peut en faire. Grave. Le problème, c'est que ça serait un peu caduque parce qu'il passerait par une application de translation comme Rosetta ou comme l'application dont Bah ouais, tu nous as voilà, parlé. à l'heure actuelle, tous vos jeux sont dans x86. Donc voilà, c'est exactement. Donc ça Donc serait pas c'est- très juste de le comparer, mais je suis sûr qu'on pourrait quand même avoir des bons Mais résultats. l'avantage de l'ARM, mis à part la puissance qu'il peut donner, c'est sa taille. Parce que je vous rappelle que, pour vous faire une comparaison, ça, c'est la taille de tous vos... admettons votre carte graphique, votre processeur, votre carte mère, tout ça branché, ça c'est tout en même temps. Ça c'est votre ARM. Vous voyez ? Et encore plus petit techniquement. Vous voyez, donc vous voyez la taille, la différence. Donc on pourrait vraiment avoir des PC gamers de cette taille-là aussi puissants qu'à l'heure actuelle. C'est ça l'avantage également de c'est l'ARM l'idée. et l'avantage des Mac et des MacBook Air et des iPads qui peuvent littéralement avoir cette puce dans quelque chose d'ultra fin. Même si on voit déjà à l'heure actuelle qu'on est quand même sur des ordinateurs, ça c'est pas du tout de l'ARM, mais on est quand même déjà sur quelque chose d'ultra fin. On pourrait être sur quelque chose d'encore plus fin, voire plus petit. C'est Surtout l'idée, pour mais, les PC gamers ou les PC fixes, qu'on est sur des énormes tours. Mais C'est moi, je pas pense qu'on forcément ne baissera dérangeant, pas beaucoup en taille. mais à voir quoi. Je pense qu'on ne baissera pas beaucoup en taille. Tu as raison, je pense, sur la partie professionnelle. Surtout pour les ordinateurs bureautique. portables, je parle pour les trucs plus fins, ou admettons, je parle pour les ordinateurs gamers Ouais, mais portables. justement, moi, là, je pense on qu'on va affinera pas baisser. peut-être. Moi, je pense pas parce qu'on va garder la carte graphique. On va garder la carte graphique et elle va pas baisser de taille. C'est sûr, mais Je pense pas que le SoC soit l'avenir. C'est-à-dire que le fait d'avoir toujours un processeur, carte graphique, un ensemble, si vous voulez, je suis pas sûr que ça soit l'avenir. Je pense que l'ajout de puissance graphique dédiée via une carte graphique, je pense pas qu'on va le jeter par la fenêtre, ça. Et ça m'étonnerait malheureusement qu'elle passe de gros bâtards comme ça que ça peut être à des petites merguez. Après, peut-être, après c'est effectivement pour du gaming dégagé, même de la RAM, mais surtout la carte graphique, la dégager, c'est embêtant. Après, qui sait, on ne sait pas, peut-être dans les quelques années, on aura de l'ARM spécial gaming, donc ARM gamer, Ouais, sûrement. où là, tu auras plus de cœur consacré à des C'est grosses très tâches, probable, ouais. et qui sera du coup équivalent à une RTX, je ne sais combien, et peut-être, je doute fort, mais possible que Nvidia ait une nouvelle branche où convertisse toutes ces cartes graphiques dans de l'ARM pour d'avoir quelque chose de minuscule et extrêmement puissant. Tu regardes Je le souhaite, hein. tu regardes les Mac, le Je dernier le souhaite. iMac avec son écran ultra fin, tu peux faire des choses extrêmement puissantes, et surtout avec les MacBook Pro, tu peux aller, apparemment tu peux faire des exports, du montage vidéo, des exports en 8K 30 FPS Ouais, mais sans aucun souci. C'est pas la même. Mais c'est compliqué parce que C'est pas la du même pro ressource. et du gaming, c'est pas la même ressource, je suis d'accord. Après, c'est une question d'optimisation également Aussi, qui est oui. pris en place, donc ça c'est C'est compliqué. Mais en soi, je pense que l'ARM va vraiment, en tout cas pour moi, l'ARM est l'avenir des Chromebooks, donc tout ce qui est ordinateur de ce style, ordinateur Ouais. des ordinateurs plus petits, compacts, avec une grande puissance et une plus grande autonomie. Les Pour moi, ça, c'est ultrabooks, clairement, voilà, cherchez voilà, le- pour les ultrabooks, les ordinateurs portables, les tablettes, pourquoi pas aussi, et les smartphones, on y C'est est déjà déjà. le cas, de toute façon. C'est déjà le cas de toute façon, effectivement, pour des tablettes, même si c'est, enfin, oui, c'est de l'ARM, c'est de l'ARM. Et pour les ordinateurs gamers, ça peut l'être peut-être un peu plus pour les ordinateurs portables et encore, mais avec une ARM optimisée ou une ARM spéciale gamer, Je suis pour très avoir curieux. justement un ordinateur assez fin. Après, il y a le problème aussi du fait que ça chauffe, donc il faudra vraiment des ventilos de bâtard pour vraiment, ou du water cooling. J'en sais pas, attention, du water cooling, ça n'existe pas sur PC portable. Au pro, il y a bien c'est quelqu'un qui a dû faire une dinguerie du style. Mais bon, même avoir un système de refroidissement extrêmement fort pour du ordinateur portable, pour avoir du coup des ordinateurs aussi fins que ça dans du Windows, et puis que ce soit extrêmement puissant et parfait pour du pro Ah là, / gaming. Là, tu vas gagner dans les températures avec l'ARM, ça c'est génial. Comme ça consomme moins d'électricité, C'est ça ça aussi. chauffe moins. Et donc ça, ce serait déjà génial. Et pareil, admettons, et puis surtout pour la consommation, parce que l'avantage aussi d'ARM, c'est que ça consomme beaucoup oui. moins qu'un ordinateur. Donc dites-vous que vos ordinateurs gamers, des tours ou PC fixe, c'est énergivore, sa mère, qu'au moins avec l'ARM, ce serait déjà sera plus moins, écologique et c'est déjà beaucoup mieux. Et moi, si un jour je pourrais avoir un PC fixe beaucoup plus petit, aussi puissant qu'à l'heure actuelle, ou beaucoup plus puissant, bon, let's go. Pour moi, l'ARM n'est pas l'avenir proche, en tout cas, et l'avenir proche pour tout ce qui est ultrabook, et l'avenir futur, et potentiellement l'avenir futur pour tout le reste du gaming, même si ce sera moins récent. Pour vous donner une idée à quel point ça chauffe moins grâce à la consommation de puissance qui est moindre, il y a une version de l'iMac Pro en M1 qui n'a pas de ventilateur.
c'est le pas Pro justement, c'est le R, voilà, c'est ça. Qui n'a pas de ventilateur, il n'a aucune pièce mouvante pour R, refroidir. Il se base simplement sur le châssis Apple qui est en aluminium, qui est un dissipateur thermique en soi, et c'est suffisant. Parce que ça chauffe moins que si c'était du X86. Alors après, moi, ce que je voudrais rajouter sur tout ce que tu as dit, et je suis en accord sur plus ou moins tout de toute façon, c'est que je suis hyper pressé de voir ce qu'on va réussir à faire avec l'ARM en jeu vidéo. Voilà, J'ai surtout aucune ça. idée de la forme que ça prendra, mais ce qui est sûr, et ça m'emmerde, c'est qu'on va être ralenti par les consoles, comme toujours. C'est ça aussi. Après, la Switch Pro, peut-être ARM là-dedans, c'est pas... Enfin, techniquement, il y en a déjà un petit peu, mais... L'avenir futur, blopléonasme. En Ouais, effet. l'avenir futur, oui, parce qu'il y a l'avenir passé aussi. Bien sûr, ouais. Il est sympa celui-ci. Parce que ce que je viens de dire, c'est l'avenir passé, bref. Mais en tout cas, ouais, c'est... Puis même moi, par exemple, bon, après, moi, c'est vraiment... Moi, techniquement, je suis plus un client Apple que mettons, pour le gamer, parce que pour moi, il me faudrait, mettons, un PC portable ou un PC fixe. Moi, c'est compliqué parce qu'il me faut à la fois un PC gamer, donc puissant pour le gaming, mais à la fois pro, comme pourrait faire le Apple avec ses M1 et ses MacBook Pro pour du montage vidéo, etc. Donc il faut vraiment un mélange des deux, moi, qui est très compliqué à trouver à l'heure actuelle. Généralement, c'est soit c'est vraiment un truc optimisé pour le gaming, qui marche également pour du montage vidéo, mais c'est pas autant optimisé, ou tu vas chez Apple où c'est parfait optimisé pour le pro, mais tu fais pas de gaming. Et c'est ça qui est très embêtant. Mais si je peux avoir un ordinateur qui fait les deux de manière bien optimisée, c'est ouf. Bon, j'espère que l'ARM t'aidera dans cette quête. En effet, ça serait très intéressant, mais très pressé de voir ce que ça va donner. En tout cas, déjà j'ai très envie, j'ai jamais pu tester, mais si je peux avoir genre un iMac avec M1 et le tester, genre un montage première pro là-dessus, je serais très curieux de tester. Même si à l'heure actuelle, moi, ce qui m'étonne le plus dans Premiere la M1, Pro, After Effects, ça s'optimise de plus en plus et prennent de moins en moins de ressources. D'ailleurs, petite anecdote, il y aura normalement bientôt une refonte énorme de Premiere Pro et After Effects parce que c'est vrai que c'est le logiciel au niveau interface qui date un petit peu. Ça date un peu, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup bougé finalement depuis 1000 ans. Mais ouais, ce qui m'impressionne le plus avec la M1, moi, c'est vraiment Rosetta en fait. C'est le fait d'avoir peu, voire pas de perte de performance alors que tu traduis depuis le X86. Ça aussi, c'est l'avantage de Rosetta et du coup de ce que j'ai parlé avec... et lui, tu vois, j'attends de le voir parce que la version Microsoft, je sais pas pourquoi, j'ai toujours un doute. Ouais, ARM64EC, si en tout cas c'est aussi bien optimisé que celui de Rosetta d'Apple, pour du gaming, c'est parfait. Est-ce qu'on pourrait faire du gaming en transcrit? Voilà. Parce que encore des logiciels du Premiere Pro, ça prend quand même déjà pas mal de ressources, mais pas autant qu'un jeu. Ce serait drôle de voir si un jeu pourrait être autant optimisé. Peut-être ça va consommer un petit peu plus que si c'était de l'ARM pur, mais à voir. En tout cas, ce serait très intéressant de voir ça. Le futur nous dira. Le fameux avenir futur nous dira. En tout cas, l'avenir futur maintenant, c'est évidemment de commencer le week-end. Ouais, de continuer le week-end. De continuer le week-end qui a commencé ce matin, évidemment. Dans l'avenir passé. Le vendredi, dans l'avenir passé. Le vendredi et le premier jour du week-end. On vous remercie chaleureusement pour toute cette semaine qui a été vraiment, vraiment très, très cool. Le chat, surtout aussi à vous. Merci beaucoup. Chat. En effet, d'avoir toujours été là et pour vos commentaires toujours éclairés. On vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur YouTube pour les replays et sur Twitter pour savoir quand est-ce qu'on lance un live. Exact. On vous fait des bisous. On vous souhaite un super week-end. Bon week-end à toi, SF. Bon week-end à toi, même si on se voit dans 5 secondes après le générique. C'est la magie du cinéma. C'est la magie du montage. Et on vous donne rendez-vous à lundi pour la suite de l'actu et de nouvelles news en tout genre. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.